Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui en présence de Romain Raffard. Romain qui est le patron fondateur, CEO, président, directeur général de Bergamote. Salut Romain. Salut Mathieu. Je suis ravi de t'avoir ici. On se connaît pas, on s'était jamais vu, si ce n'est que moi je te connais indirectement puisque j'ai commandé des fleurs chez Bergamote à plusieurs reprises. Et comme j'en parlais ce matin avec notamment Tanguy au bureau chez Cosa Vostra, il me dit tu reçois le patron de Bergamote, c'est super son truc, elles sont trop belles ces fleurs, et je lui dis bah ouais, c'est pour ça que je l'invite, parce qu'en fait j'ai commandé plusieurs fois chez lui et je trouve ça tellement cool et tellement bien que j'ai envie d'en savoir plus. Donc on va en savoir plus aujourd'hui, c'est cool. Merci pour l'introduction et merci pour cette invitation Mathieu. Est-ce que je peux te demander de te présenter, Romain ? Bien sûr. J'ai 33 ans, je suis originaire de Bordeaux, sud-ouest de la France. J'ai fait une école de commerce, l'ESC Bordeaux. À la suite de ça, j'avais envie de voyager un petit peu, déjà à l'appel du voyage. Je suis parti pendant plus d'1 an en Australie, où j'ai découvert l'univers des startups. Alors un univers assez étonnant parce que je travaillais pour une congrégation, donc des bonnes sœurs, D'accord. Alors qui ne portaient pas l'habit, qui étaient hyper connectés, BlackBerry, le démarrage des iPhones, et on faisait, en fait, on était un data studio pour. Comment tu tombes là-dedans ? Ça vient de ton éducation, ou c'est vraiment un hasard ? Complètement par hasard. Je travaillais comme serveur dans un restaurant italien tenu par les mafieux du coin. Ouais. Et je me suis dit très vite au bout d'un mois qu'il fallait trouver autre chose. Donc j'ai pris le premier job qui venait. T'es passé de la mafia aux bonnes sœurs, quoi. Exactement. Ouais. Un parcours comme on peut. T'es pas bien la mafia pourtant. Le jour où il a fallu payer le pressing du boss en renversant son assiette de spaghetti bolognaise et que je lui passe évidemment toute ta paye, tu te dis qu'il est grand temps de pouvoir changer d'esprit. Donc c'est venu vraiment par hasard, et en fait c'était un data studio, donc on faisait des sites internet pour des hôpitaux hyper complexes avec des back-office, des CMS, avec des technos déjà extrêmement avancés. Donc t'as vraiment qu'en Australie, tu peux voir un truc comme ça. 2005, 2007 On est en 2009. D'accord, ok. T'as vraiment qu'en Australie que tu peux voir ça, donc des bonnes sœurs en BlackBerry qui ont 15 ingénieurs, Ruby, JavaScript et toutes les technos du moment. Et ça a titillé un peu mon instinct d'entrepreneur qui était déjà extrêmement présent. Elle développait des sites. C'était du business ou c'était pour la bonne œuvre, parce que c'était. Alors c'était vraiment du business, pricing marché. En revanche, tous les profits étaient réinvestis dans les bonnes œuvres. D'accord. Voilà, donc une expérience détonnante qui m'a aussi ouvert les yeux sur l'entrepreneuriat, et je suis rentré en France en me disant c'est absolument ce qu'il faut que je fasse. Et toi tu fais quoi en tant qu'école de commerce dans un truc comme ça? Tu développes pas toi-même? Non, pas du tout, je suis là pour vendre les solutions. D'accord. Auprès des clients, donc des NGO, des hôpitaux, des grandes entreprises australiennes, et je fais ça pendant 9 mois, et c'est le boulot peut-être le plus passionnant de ma vie jusqu'à présent, très très loin des stages que j'ai pu faire à l'époque. Je rentre en France, crise des subprimes, donc là il faut vite trouver un boulot. Je sais pas si tu te souviens du climat de l'époque, mais c'était Je me souviens très bien, hyper anxiogène. J'atterris dans la publicité, totalement par hasard, chez Jean-Claude Decaux. Pendant 1 an, une école de vente réputée, hyper dure. Au bout d'1 an, je suis pas heureux. Tu vois, je me lève le matin en me disant demain tu verras, tout ira mieux. J'applique la méthode Coué en essayant de me persuader que les choses vont finir par s'améliorer, mais elles s'améliorent pas. C'est des endroits où c'est le carotte et le bâton, pas mal, hein? C'est ça. Et surtout le bâton. Surtout le bâton. Ouais. Et un petit peu de carotte. Tu gagnes pas forcément beaucoup. Non, c'est hyper exigeant. C'est hyper exigeant. Tu rentres vraiment dans un moule pendant 2-3 ans, comme tu peux le faire dans le conseil. Et puis ensuite, la vie est beaucoup plus douce et plus belle. Mais les premières années sont très, très difficiles. Et en fait, je me voyais pas rester dans la publicité, vendre de la publicité toute ma vie. Et donc, j'ai pris les choses en main. C'est juste pour rester là-dessus, c'est quand même, je crois, une belle maison, entre guillemets, non? Je veux dire, réputée notamment pour la propreté de ses camions, pour l'exigence de tout. C'est assez formateur quand même, ou... C'est une école de vente extrêmement formatrice.
Quand tu peux vendre du Deco, tu peux tout vendre. Et c'est vrai que tu parles de la propreté. On a des anecdotes assez sympas sur ça. Il y a au siège un parking au sous-sol qui est illustré tous les matins. Donc, tu as 2 employés qui sont là pour lustrer le parking. Le parking est en marbre. Et donc, dès qu'il pleut un petit peu, l'eau s'infiltre. Et avec le lustrage, forcément, c'est une patinoire. Et toutes les semaines, tu avais un accident, un commercial qui tombait de son scooter, une voiture qui s'encastrait dans une autre. Mais peu importe, c'était Deco, il fallait que ça soit beau, qu'on puisse littéralement lécher le sol. Et donc, voilà, c'est des techniques maison qui sont à la fois critiquables, mais aussi admirables, dans le sens où c'est vraiment l'image de la maison. Et c'est la réputation de Deco, qui est un groupe qui fait aujourd'hui plus de 4 milliards d'euros de CA. C'est important, ces points de détail, moi, je pense. Enfin, je veux dire, bien sûr, dans une entreprise, quand tu arrives dans un endroit en méga bordel, ça dit quand même souvent beaucoup sale aussi, c'est quand même autre chose. Donc, peut-être qu'ils sont un peu extrémistes, mais c'est vrai que se dire quand on a une flotte de camions qui doit être dehors, qui soit beau et propre, c'est quand même pas mal. Et c'est le reflet de l'entreprise et c'est son image de marque qui est aussi en jeu. Voilà. Donc, au bout d'un an, je suis assez malheureux. Je démissionne. Et je repars faire des études, un master à l'ESSEC, en alternance, et je découvre à ce moment-là Evaneos qui est une toute petite boîte qui vient de se lancer. Je suis le premier stagiaire, on commence dans un préfabriqué de l'incubateur de l'école centrale à Châtenay-Malabry. Et Eric et Yvan, les 2 fondateurs, avaient déjà des convictions extrêmement fortes sur le voyage. C'est aujourd'hui un groupe qui emploie plus de 300 personnes, qui vient de lever encore 60 ou 70 millions d'euros. Je reste un an, j'apprends beaucoup à leur côté, et puis au bout d'un an, je me dis que finalement la boîte est encore un peu petite, on est 4 ou 5, dont 2 stagiaires, je partage pas forcément les convictions d'Eric et Yvan à ce moment-là. D'accord. Je te rassure, on est resté très copains, Eric est actionnaire de Bergamote. D'accord. Et je pars chez Voyageurs du Monde. Ok. Et là, belle boutique aussi, ça. Superbe boîte. Ouais. Et je travaille comme bras droit de Jean-François Rial et Alain Capestan, qui sont les deux cofondateurs de cette superbe maison, pendant 1 an et demi. Et là, si tu veux, c'est une école de la vie en accéléré, puissance 10. J'apprends tout. Mon job, c'est de racheter des agences de voyage à l'étranger et de les digitaliser. On est sur un secteur où Internet était extrêmement peu développé. On est en 2011. Et donc, je voyage partout. Je fais 20 ou 25 pays en 2 ans. Et surtout aux côtés des fondateurs, qui sont deux personnes brillantes et extrêmement inspirantes. Et tu dis c'est encore peu digitalisé, parce que j'ai l'impression que moi, Voyageurs du Monde, la première fois que j'ai voyagé avec eux, c'était en 2005, et déjà par le biais d'Internet. Bien sûr, alors les tours opérateurs sont extrêmement digitalisés. Ouais. En revanche, ceux qui ne sont pas du tout digitalisés, ce sont les agences locales. Parce que c'est un truc, excuse-moi, on revient là-dessus tout de suite, mais que je veux vraiment aborder, c'est que c'est assez intéressant, même sur Bergamote, c'est-à-dire que t'es quand même arrivé hyper tard sur un truc qui était vraiment très tard. Ouais, enfin, je veux dire, la fleur en ligne, c'est genre limite le premier business qui est sorti en ligne et sur lequel la première chose que j'ai commandée en ligne presque. En tout cas, c'est dans le top 5. Ouais. Et j'ai l'impression que le voyage aussi, il y a eu plusieurs vagues. Marco Vasco récemment, tu parles, enfin récemment vendu en tout cas, mais tu parles de Voyageurs du Monde, tu parles d'Evaneos, mais voilà. Et c'est vrai que vu de l'extérieur, t'as l'impression que c'est des vieux business en ligne en fait. Bien sûr. Alors évidemment, eux étaient déjà très établis, très installés. Ce qui ne l'était pas du tout, c'est les agences locales. Alors quand on dit agence locale, en fait, c'est quoi ? C'est l'agence à laquelle sous-traite la prestation de voyage le tour opérateur. Ouais. Donc un tour opérateur qui va construire un voyage au Vietnam, il va passer par un correspondant local qui est une agence de voyage locale qu'on appelle un réceptif. Et lui, pour le coup, il est pas du tout digitalisé. Il est au fin fond du Vietnam, de la Bolivie, de l'Afrique du Sud, de Madagascar, et il a besoin d'outils pour être capable de vendre directement auprès des voyageurs finaux, donc des Français, des Américains, et ainsi développer une nouvelle source de business pour lui. D'accord. Voilà, et c'est ça que j'ai fait pendant 2 ans. C'était vraiment des prestations de conseil et d'accompagnement web auprès de ces acteurs qui n'avaient pas de CMS, qui n'avaient pas de système de réservation, qui n'avaient pas de site internet, qui n'avaient pas de moyen de payer ne serait-ce qu'en carte bleue. Donc on était vraiment à l'âge de pierre du développement des réceptifs dans le monde. Voilà. Ok. Superbe aventure, 2 ans. Au bout de 2 ans, je pars parce que depuis que j'ai l'âge de 15 ans, je rêve de monter des boîtes et ce sentiment m'animait vraiment particulièrement. Pourquoi ? C'est un truc de famille ou c'est d'abord un truc de famille. On est tous entrepreneurs dans la famille. Mon
mon arrière-grand-père était agriculteur, mon grand-père tenait des papeteries à Bordeaux. D'accord. Mon père a réussi dans le stockage informatique bien avant l'essor du numérique. D'accord. À l'époque où tu pouvais stocker 1 giga de données dans l'équivalent d'un congélateur. D'accord. Et donc oui, ça m'a toujours titillé. Mais c'était jamais le bon moment. On m'a toujours dit attends, calme-toi, t'as 22 ans, 23 ans, 25 ans. Mais chaque année, le sujet revenait sur la table de manière de plus en plus présente et intense. Et je me suis dit écoute, c'est maintenant. J'avais 25 ans. J'avais appris de belles choses et tous les paramètres étaient alignés pour que je puisse lancer ma première aventure qui s'appelait localers.com. Localers.com, c'est quoi? C'était l'ancêtre de Airbnb Experience. Donc, c'est des visites guidées que tu réserves en ligne avec des guides locaux extrêmement pointus dans leur domaine en France. Donc, par exemple, une visite de Versailles avec un architecte des bâtiments de France, une visite des Puces de Saint-Ouen avec une historienne de l'art déco, un cours d'œnologie avec un œnologue de renom. Voilà, donc vraiment des expériences extrêmement immersives pour les étrangers en France. D'accord. À l'époque, j'ai 25 ans. Mon associé Loïc, qui était un prestataire technique chez Voyageurs du Monde dans mon ancienne boîte, a 21 ans. D'accord. Il devient CTO, autodidacte, le mec qui démonte des ordinateurs tout seul et qui les remonte intégralement à 5 ans, un génie du web et du code informatique. Et à l'époque, on se dit... On est en quelle année là? Là, on est en 2012. D'accord. Tout début 2012. Et là, on se dit, écoute, entreprendre, c'est être indépendant. Moi, j'avais un tout petit pécule de côté grâce à Voyageurs du Monde, à peu près 10 000 euros pour démarrer l'aventure. Et on se dit, voilà, les fonds d'investissement, c'est pour les autres. Nous, on peut se débrouiller tout seul. Donc, si tu veux, c'était vraiment les valeurs de l'entrepreneuriat pur, mais aussi en même temps extrêmement puéril de deux jeunes gamins de 25 et 21 ans qui se disent qu'ils peuvent réussir tout seuls. Bon, finalement, ça marche quand même plutôt pas mal. En 3 ans, on développe bien la boîte, on fait vivre 8 salariés, 30 à 35 guides à Paris et dans le reste du pays. Mais on a un gros problème, c'est qu'on a très peu de trésor, évidemment, autofinancé, pas d'apport de cash extérieur. Et on fait un truc qu'il faut jamais faire dans le tourisme, qui est la règle d'or. On tape dans la trésorerie client. Donc les clients te versent des acomptes de 30 ou 50%, et on s'en sert pour les réinvestir dans le marketing ou pour finalement financer notre besoin en fonds de roulement. Grosse erreur à ne jamais faire, parce que quand tout va bien, tout va bien. En revanche, quand la situation se tend un petit peu, ça devient très compliqué. Et c'est ce qui est arrivé, ça n'a pas loupé. Charlie Hebdo, on est en janvier 2016, la boîte a bientôt 4 ans, et du jour au lendemain, on fait moins 80% de chiffre d'affaires. L'apocalypse. Tous les clients américains, je sais pas si tu te souviens, à l'époque, les ambassades et les consulats fermés, nos clients japonais, on les perd du jour au lendemain, les Australiens ne veulent plus venir, et là on se dit, bah il faut sortir de ce marasme très vite, et c'est hyper frustrant parce que tu fais tout bien, ta boîte est sur le point de réussir, mais... Vous faisiez combien de chiffre d'affaires du coup en 2014? On faisait un peu plus d'1 million. Oui. Et c'était rentable, tu vois. Donc bon, pour une mise de fonds de départ de 10 000, c'était plus qu'honorable. Après, c'était pas la boîte de l'année non plus, mais c'est une boîte qui nous a tout appris. Et puis c'était vraiment l'entrepreneuriat à la dure. Tu vois, tu fais ta compta le dimanche matin quand t'as rien d'autre à faire pour envoyer ta déclaration de TVA à temps. T'es extrêmement peu staffé, peu entouré. Oui, voilà. T'apprends tout, quoi. T'apprends tout. Et donc, on se dit, bah, on va mourir. Il faut qu'on trouve autre chose. On adorait le B2C. On voyait pas vraiment se faire autre chose. On avait connu que ça dans notre vie. Et donc, on commence à scanner un peu toutes les verticales. Donc, on regarde l'habillement, on regarde le voyage, évidemment, à nouveau. Et puis, on tombe sur les fleurs totalement par hasard. Un pote à un dîner qui me dit, c'est dingue, c'est un des derniers marchés qui est assez peu disrupté. Le lendemain, je fais une visite à Rungis pour mettre en place une visite justement pour ma première boîte de Rungis pour les étrangers. Je rencontre un mec passionnant qui commence à décrypter pour moi ce marché-là. J'envoie des fleurs à ma femme, première fois de ma vie, après une bonne grosse engueulade, comme on les connaît toutes. T'étais déjà marié J'étais déjà marié, ouais. Je venais de me marier. Je dépense 100 ou 120 euros, donc tu vois, quand même un gros budget. Des fleurs de Rungis ou des fleurs de... Des fleurs sur Internet. D'accord. Okay. Grosse bêtise
gros budget. Et puis quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai reçu le bouquet. On reviendra pas sur la bêtise parce que ta femme. Voilà, on la passera sous silence. Mais finalement ça a été extrêmement révélateur et ce bouquet-là a changé ma vie parce que je me suis dit c'est dingue, je viens de dépenser 100 €, j'ai un bouquet qui ne correspond pas à la photo, j'ai un bouquet qui est défraîchi, j'ai un bouquet qui est arrivé en retard et j'ai un service client qui ne répond pas. Donc là, je me dis, il y a quand même un problème. On dira pas qui non plus. Évidemment que on passera aussi cette information sous silence. Et on décide de vraiment scanner le marché de A à Z. Mais donc là, tu te dis, je vais faire une sorte de pivot. C'est la même boîte, c'est une nouvelle, c'est. Alors ça peut pas être la même boîte. Non, parce que t'as des gens, t'as des. Est-ce que t'arrives à comment tu finis Localers du coup? Bah là, c'est la pire année de ma vie. On est en donc 2016. J'ai 2 boîtes en même temps. Donc le matin, je suis chez Localers et l'après-midi, je suis chez Bergamote. Le truc qu'il ne faut jamais faire. Hein. J'ai du coup 2 cerveaux, 2 hémisphères qui sont sollicités de manière totalement différente. À la fois les salariés de Localers qu'il faut rassurer parce qu'ils me voient de moins en moins présent et ils se disent que forcément avec les performances et le climat actuel, ça va être compliqué pour garder leur emploi. Ce qui est évidemment pas le cas parce qu'on se bat jusqu'au bout. On met la boîte en vente. On se retrouve avec une super proposition. On signe une clause d'exclusivité pendant 90 jours. Et le 89e jour, et c'est véridique, hein, la veille de la naissance de ma première fille, ils drop. Donc ils abandonnent. Et là, je me dis, waouh, on a quand même du compte courant, on a des dettes bancaires, on a gagné des prêts personnels, tu sais, de concours de start-up. Faut pas oublier que ça, c'est des prêts d'honneur, donc personnes physiques, qu'il faut forcément les rembourser à un moment ou à un autre. Et on se dit, bah, on va vendre la boîte à 1 €, plus les dettes, et puis on n'aura pas le choix. Et finalement, 2 mois après, la boîte en question change de président. Et le premier coup de fil du prochain président, c'est de m'appeler et c'est de me dire, écoutez Romain, on reprend le dossier de A à Z, depuis le début, c'est le premier deal que je veux faire. Et là tu te dis, waouh, ouf de soulagement. Et 3 semaines après, la boîte était vendue. D'accord. Voilà. Donc on est sorti par la grande porte. D'accord. Ce qui relève sûrement du miracle. En tout cas un concours de circonstances. T'étais pas dans une grande position de force, t'as pas vendu non plus 4 milliards quoi. Non, ça m'a pas rendu riche. Ça a permis de limiter la casse, et c'est pas ça qui a financé Bergamote, mais en tout cas on en ressort vraiment grandi parce que c'est de l'entrepreneuriat qu'on peut appeler de combat, l'entrepreneuriat à la dure. Tu vois, un exemple tout bête, mais on a un banquier à l'époque qui est à Bordeaux qui nous dit bon bah les gars, moi je veux bien financer un peu votre BFR en attendant que tout ça se tasse. Donc on va faire un super truc qui s'appelle des billets à ordre. Bon, billets à ordre, personne n'a entendu parler de ce que c'est. Billets à ordre relevé, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. En fait, c'est des sortes de chèques, énormes chèques. Tu en imprimes une quinzaine, c'est des chèques de 1 000 €. Tu les tires, donc en fait, tu les crédites sur ton compte en banque. Et 90 jours plus tard, peu importe ce qui se passe, la banque retire automatiquement les fonds en prenant évidemment 15% de taux d'intérêt. Voilà. Donc ça, c'est d'une violence sans nom pour un entrepreneur. Ça t'empêche de dormir. Ça te permet pas de prendre les décisions qui sont adéquates pour ta boîte à ce moment-là. Voilà. Donc finalement, avec cette vente, on arrive à sortir la tête de l'eau et vraiment se concentrer à 100% sur Bergamote. Bergamote, qui à l'époque, on est en décembre 2016, a déjà 6 mois et vient tout juste d'être lancé. Et quand tu dis d'être lancé, c'est le site, c'est ça? Exactement. D'accord. On a bossé sur le projet pendant 6 mois. Mais comment ça se passe quand tu... Il n'y a pas un moment sur Localers, quand tu as ce truc un peu bicéphale, cette division du... Parce que je sais ce que c'est, moi, alors comme beaucoup de gens qui nous écoutent, mais de me lever le matin, de m'endormir la nuit, de me réveiller la nuit, de m'endormir le soir et de penser qu'à mon bise, les jours où ça va extrêmement bien, où t'es à donf, les moments où c'est plus dur et machin. Là, t'as quand même un business qui est peut-être pas en fin de vie, mais qui est entre guillemets un peu compliqué, etc. Un autre qui est naissant. Naturellement, moi, j'aurais envie de me dire, attends, Localers, de la place dans mon cerveau, c'est 10%, et un peu que les emmerdes, et entre guillemets, l'excitation, elle est dans Bergamote, et je lui donne 90% parce qu'en fait, l'autre, je veux l'écraser, je veux en sortir, non? C'est le réflexe naturel, mais à l'époque, et compte tenu de la situation, on pouvait pas penser comme ça. On pouvait pas penser comme ça parce qu'on avait 8 salariés et que tous les matins, finalement, c'était le reminder ou le rappel parfait pour te dire non, mais déconne pas. Il faut vraiment que tu sois capable de consacrer autant d'énergie et de dévotion sur les 2 boîtes. Je te cache pas que c'était évidemment extrêmement compliqué, mais on n'a pas eu le choix. T'as dû te forcer.
Ouais, j'ai dû me forcer à trouver l'énergie, à trouver les mots pour convaincre, pour rassurer, sachant pour que motiver. C'est toi qui le portes, ton associé Loïc. Alors attends, vous êtes associés tous les deux dans les deux boîtes, c'est ça? Ouais, exactement. 50-50? Je suis majoritaire. D'accord. Et lui, en fait, il est techniquement passé sur Bergamote full time, non? Oui. Donc du coup, c'est vraiment toi qui Il y a plus de développement sur Localers, donc effectivement, je le porte, mais c'est quand même un soutien moral énorme. Hein. Il faut pas sous-estimer son apport et son rôle à cette époque-là. C'est surtout pour le staff que c'est dur parce qu'ils comprennent, ils savent que c'est la fin. Ils voient bien que même si je dédie autant d'énergie, l'esprit est ailleurs. Et le business sur Localers, donc tu payes des prestats qui font ces visites et ces tours, donc ça peut être sur un jour, sur plusieurs plutôt une journée. D'accord. Et toi tu prends une commission. C'est ça en gros. Qui est de l'ordre de combien? C'est quoi? Entre 20 et 25% de commission selon les visites. Donc faut quand même en vendre beaucoup. Il faut en vendre beaucoup et tu as un problème de scale, en fait, de scalabilité de l'humain. Ouais. Où quand tu as une visite du Louvre une journée, tu as 10 ou 15 guides qui sont extrêmement bons pour faire cette visite, mais t'en as pas 150. Et évidemment, en haute saison touristique, entre le mois de mai et le mois d'octobre, en fait, il faudrait vraiment que tu aies 150 guides tous les jours pour faire les visites du Louvre. Ouais. Et donc, tu fais face à un problème qui est énorme, ça a d'ailleurs été notre premier problème de scalabilité, qui a beaucoup déterminé la construction de Bergamote après. Et on s'est dit, bah finalement, on fera jamais 100 millions d'euros avec un modèle comme ça. J'avais cette idée à un moment que je voulais absolument faire. On avait déposé des noms de domaine d'ailleurs, mais je me disais que c'était peut-être, mais qui était de faire des jogging, des running, tu vois, des parcours de running dans Paris. Avec des guides comme ça, et l'idée c'est de se dire que à chaque fois que je vais dans une ville, Lisbonne, Londres, Berlin, généralement je pars et puis je vais courir 10-12 kilomètres, et puis tu vois des tas de trucs, je trouve ça chambé. Ouais. Et du coup je me disais ce serait cool d'avoir quelqu'un, mais beaucoup de en effet, la principale chose que je voyais, c'était le problème de scalabilité. Voilà, pour gagner de l'argent, il te faut des centaines de joggers tous les matins. C'est ça. L'avantage de Paris, c'est que on est dans la ville. C'est-à-dire que c'est, je crois, toujours la plus grosse ville de Airbnb dans le monde. Donc, quand tu as un projet touristique, péritouristique, de toute façon, c'est quand même l'endroit où tu peux bien, c'est un bon lab, quoi, en fait. Tu peux tester les choses. C'est un bon lab et c'est à la fois un marché extrêmement attractif et en même temps éminemment concurrentiel. Hein. J'ai un tas d'idées à la con, pardon. Ouais. Non, t'inquiète pas, mais c'est vrai que sur, par exemple, chez Localers, on avait 120 à 130 concurrents. Ouais. Juste sur notre métier, à des échelles évidemment différentes, ouais. Mais c'est un marché qui est extrêmement concurrentiel aussi. Comme tout Eldorado, hein, il finit par moins l'être. Ouais. Et donc, très très compliqué. On vend la boîte, ouf, de soulagement, énorme. Bon, on a quand même une GAP, hein, donc une garantie active-passive qui dure 3 ans, forcément compliquée à porter. Elle expire dans quelques mois maintenant, donc je pense qu'on va pouvoir enfin vraiment souffler. Et en parallèle, donc Bergamote, c'est pas une sinécure non plus. Hein. D'abord, je me souviens toujours quand je dis à Loïc, mon associé, bon Loïc, je pense que là il faut qu'on se lance dans les fleurs, c'est vraiment génial, j'ai tout scanné, il faut qu'on y aille. Et il m'a répondu, Romain, t'es un grand malade, je suis allergique au pollen et je suis daltonien. Ok, donc t'as l'odeur, l'allergie et la vue. Ouais. Et la vue. Dis-moi. Je lui dis, mais t'inquiète pas Loïc, je gère, fais-moi confiance. Tu verras pas une fleur. Voilà, en photo. Promis, si tu veux ne pas être dans l'atelier, tu seras dispensé. Voilà, c'est vraiment le business qu'il faut qu'on monte. J'en ai l'intime conviction. On peut pas passer à côté d'une opportunité comme celle-là. Mais mec, moi je t'aurais dit, mais direct, mais c'est du B2C, t'as plein de concurrence, tu vas cramer plein d'argent, tu vas. Être fou. C'est vraiment, enfin c'est débile. Non, mais excuse-moi, mais et d'ailleurs. Et pourtant, hein, tu vois, c'est un truc qui marche. C'est ce qui est génial dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est cette espèce de gut feeling, cette intuition. Et pour te donner une stat, je suis allé voir 140 business angels en amorçage, parce qu'évidemment il nous fallait du cash, c'est ça, parce que c'est beaucoup d'OPEX. Et donc d'achat de fleurs, de chambres froides, tes premiers fleuristes, ton stock, tes racks palettes, voilà. Finalement tout ce qui fait de cette boîte une boîte industrielle. Et donc je vais en voir des métiers que tu connaissais évidemment très bien sur un métier où tu es parfaitement légitime parce que tu fais pas encore la différence entre une tulipe et une rose. Oui, c'est ça. Donc très compliqué. On va avoir 130 à 140 business angels, 140 refus. Donc là on se dit waouh.
comment on va faire? Et finalement, c'est un business angel bordelais qui était non professionnel de l'investissement. Tout ça, on n'a pas dit, mais Localers et Bergamote sont basés à Paris, Oui. les deux. Bien sûr, ouais. Pourquoi? Parce que je vis à Paris depuis 10 ans, parce que c'est beaucoup plus simple de faire du business à Paris, parce que les réseaux sont interconnectés, parce que le tissu entrepreneurial est exceptionnel. Et donc ça n'a jamais été finalement un sujet que de délocaliser ou de partir à Bordeaux ou dans d'autres villes. Okay. Donc business angel bordelais, non professionnel dans l'investissement, qui me dit écoute petit, ton projet j'y crois, je mets 200 000 euros. Bon, donc là ça s'est joué un aller-retour en train dans une journée. On parle du seed, hein, donc vraiment de l'amorçage. Ouais, ce qu'on appelle le paper investment, c'est-à-dire on est même avant l'amorçage, t'as 15 slides sur PowerPoint et tu leur dis j'ai besoin de 200 000 euros. T'as toujours pas touché une fleur, tu sais pas ce que c'est, t'as recruté personne. Et tu valorises à peu près combien c'est un travail secret, mais 200 000 euros, 20% du capital, 800 000 euros de valorisation, ce qui était énorme à l'époque, hein, pour une coquille absolument vide. Voilà. Mais on a trouvé cette personne qui nous a fait confiance. Non, mais c'est important de le dire parce que je te remercie de le partager parce que il y a énormément de personnes qui me contactent pour parler de tout ça ou pour parler de valo ou parler de tu penses de quoi et quand on dit quand j'ai le temps en tout cas d'échanger, quand on en parle, dire mais ta boîte ça vaut bien 1 million, le mec il dit mais non, j'ai un PowerPoint, ça vaut pas 1 million. Eh ben, je pense que aujourd'hui, ton investisseur, alors tu vas nous raconter, hein, mais il est pas mécontent d'avoir mis ces 200 000 euros pour 20% de Bergamote. Donc l'histoire nous dira s'il a eu raison ou pas, mais c'est pas, on n'est pas que sur, c'est pas le PowerPoint qui vaut 1 million, c'est toi et ton associé, c'est votre expérience passée, c'est votre vision, c'est votre volonté, c'est votre idée un peu, c'est la manière d'exécuter, c'est plein de choses comme ça, mais on l'a vu, hein, certaines personnes qui sont passées sur ce podcast ont à un moment pris 10 000 euros pour 50% de leur capital. Bon, ils sont vite revenus là-dessus, hein, mais je veux dire, parce que si tu veux légitimement dire, oui, bon, mon idée ça vaut rien, tu vois, je vais apporter, voilà. Donc c'est important de bien le préciser. Et c'est vrai qu'en parlant de ce fameux investisseur, il est sorti 1 an plus tard, quand ça a commencé à se densifier avec des vrais fonds d'investissement professionnels. Ont voulu le sortir, eux, ou c'est lui ou... C'est toujours difficile d'avoir un nom professionnel au capital. Surtout à 20%, ce qui est beaucoup. Surtout en tant qu'actionnaire presque majoritaire de la boîte. En tout cas, il a fait du x3 sur son investissement en 1 an. Donc, autant te dire que ça rapporte un peu plus que le PEA ou l'assurance vie. Donc, il a bien fait de prendre ce risque. Après, c'était quand même un risque important, hein. Il a misé, tu as raison, sur une équipe, sur une capacité possible d'exécution. Ce qui a vraiment été la clé dans notre modèle, c'est l'exécution. C'est pas tant l'idée, parce que tu le disais à juste titre, le marché était déjà trusté par des acteurs extrêmement établis. Il y avait pas grand chose à réinventer, en tout cas pas grand chose à disrupter. Et donc c'est vraiment l'exécution, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, qui a primé sur tout ça. Donc nous voilà en septembre 2016 avec enfin un peu de cash, donc 200 000 euros en poche. On loue notre premier local à côté de la gare du Nord, 80 mètres carrés, pour accueillir bureau, chambre froide à la place de la salle de réunion, local de stockage. Voilà, tu as tous ces investissements et vous n'êtes pas, comme pas mal de gens que j'ai eu sur ce podcast, chômeurs. Parce non, on n'est plus chômeur. T'es pas, enfin, quand tu sors d'une période d'entrepreneur, tu touches pas le chômage, sauf si t'avais une assurance et encore. Voilà, donc tu dois te payer quand même un minimum. Oui, alors on continue, Localers continue à nous verser 800 euros de salaire par mois. Waouh. Tu vois, donc c'est quand même, voilà, c'était la panacée à l'époque. Un peu plus que le RSA, quoi. Voilà. Donc les temps sont un peu durs, et c'est aussi ce qui va nous motiver vraiment à accélérer sur l'exécution et sur notre capacité à livrer un produit fini en un temps record. Vous vivez grâce à vos femmes ? On vit grâce à nos femmes, clairement. Loïc, qui est quelqu'un de frugal, il dépense peu, donc lui, c'était pas trop difficile pour lui. Pour moi, c'était un peu plus compliqué. Donc les temps sont un peu durs pendant 1 an. À peu près. Voilà. Et donc septembre 2016, on recrute notre première équipe, 2 développeurs. Toujours pas de fleuriste à l'horizon. On travaille sur un ERP
vraiment maison, qui nous permet de répondre à tous les besoins métiers. C'est vraiment la première faiblesse qu'on a identifiée sur ce marché-là, c'est la techno. Ce que tu appelles un ERP. Alors un ERP, c'est finalement un logiciel qui va permettre de répondre à tes besoins métiers. Donc qui va par exemple s'occuper du réassort de commandes, qui va s'occuper du process de fabrication d'un bouquet, qui va s'occuper des livraisons, qui va s'occuper de la comptabilité, du log des factures. Ça, vous faites tout en interne ? Tout en interne. Vous branchez quand même des trucs sur la comptabilité, rien, non ? Rien. C'est vraiment la marque maison chez Bergamote, et c'est l'empreinte de Loïc, c'est de faire appel le moins possible à l'extérieur, sauf évidemment, on n'est pas débile. Quand tu vois que tu as 200 jours hommes sur un projet alors que tu peux l'acheter pour 1000 ou 1500 euros par mois, on va pas hésiter une seconde. Mais on aime bien en tout cas faire les choses nous-mêmes. Et c'est vraiment la première faiblesse qu'on avait identifiée sur ce marché-là, où on s'est dit la techno est extrêmement salvatrice pour être capable de scaler, faire des bouquets par centaines ou par milliers tous les jours, parce que c'est une organisation de pointe. On travaille le produit le plus périssable au monde. C'est plus périssable que l'aubergine ou que le saumon ou que la poire. C'est-à-dire qu'une fleur, ça se garde combien de temps ? Chez nous, c'est maximum 2 jours dans la chambre froide. Maximum. Fin du 2e jour, si c'est pas vendu, et ça arrive très peu, mais quand c'est pas vendu, on donne à des associations. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'avoir une garantie de tenue en vase chez le client qui est extrêmement forte. Et c'était le 2e sujet qu'on avait identifié. C'est les problèmes de fraîcheur qui sont liés au sourcing. C'est un sourcing qui est extrêmement opaque. On fait face à un marché d'intermédiaires, de commodities, un peu comme le blé, où tu peux avoir entre le producteur et l'assiette, ou en tout cas le vase, facilement 4 à 5 intermédiaires qui prennent tous 10 à 20%, et avec un délai d'acheminement qui est de l'ordre de 5 à 7 jours. Et c'est paradoxal pour un produit qui est aussi fragile. Donc on s'est dit non, c'est pas possible. Donc on a beaucoup travaillé sur la fraîcheur, sur le réassort, et ça en fait c'est la tech qui nous a permis de travailler sur ça, avec du réassort prédictif, avec de l'enregistrement de flux extrêmement important, et puis ensuite un workflow. Qu'est-ce que t'appelles l'enregistrement de flux ? L'enregistrement de flux en fait c'est analyser ta data de manière extrêmement précise et la matcher avec des événements importants, typiquement des occasions de fête, des heures d'achat qui sont plus fortes. Par exemple, le lundi matin que le dimanche après-midi, tu matches ça avec la météo, parce que on est dans un métier qui est extrêmement météo sensible. Et tout ça, en fait, crée des flux de données qui nous permettent, en fait, de prendre des décisions très fortes sur nos achats de matières premières. Parce qu'on a des engagements qui sont évidemment extrêmement importants, comme tu l'imagines. Alors, là-dessus, tu dépends quand même aussi de Rungis, quoi, enfin de tes fournisseurs. C'est-à-dire que de temps en temps, ils ont pas tout ce qu'il faut, j'imagine, non ? Ouais, alors on a la force de Bergamote et du modèle au départ, c'était de s'affranchir de Rungis tout de suite. On a vite compris qu'on n'allait pas y arriver avec Rungis, et donc on a développé un modèle vertueux qui est un modèle en fait de sourcing en direct avec 60 à 70% de nos producteurs qui sont majoritairement basés aux Pays-Bas et dans le sud de la France. Et on va les voir et on leur dit écoutez, pour les 3 prochains mois, on voudrait acheter 2000 fleurs par semaine chez vous. Ce système, ça permet quoi ? Ça permet au producteur d'avoir de la visibilité sur sa production, ce qui est extrêmement important pour lui en termes d'embauche, en termes de récolte, en termes de flux de trésorerie. Et en contrepartie, plutôt que d'être soumis à des fluctuations d'offres et de demandes, parce que la fleur est un marché extrêmement spéculatif, le producteur te garantit un prix fixe tout au long des 3 mois que va durer ton association avec lui. Et au-delà de ça, le deuxième avantage, c'est que ça permet en fait à une fleur qui est coupée le lundi matin d'être chez nous à Clichy ou à Paris le lundi soir. Donc il s'est passé 18 heures entre la récolte et l'acheminement chez nous dans nos ateliers en France. Et ça, en fait, ce système de standing orders, il est très complexe, donc d'accord cadre, il est très complexe à mettre en place au début parce que c'est une optimisation logistique énorme. Tu dois aller faire du picking dans le nord de la Hollande, ensuite à côté d'Amsterdam. C'est pas eux qui te livrent, c'est toi qui vas les chercher. C'est toi qui t'en occupes. Alors, tu sous-traites évidemment cette partie-là, j'imagine. Parce qu'on n'a pas de semi-remorque encore, mais ouais, c'est extrêmement compliqué à mettre en place au départ, mais ça permet d'avoir un système gagnant-gagnant avec le producteur, de s'affranchir de Rungis. Il faut faire des gros volumes parce que j'imagine que tu rapportes pas 400 fleurs de Hollande dans un camion, quoi. Non, alors au début il faut les convaincre parce que quand t'arrives, les Hollandais sont durs en affaires. Les Hollandais sont extrêmement durs en affaires. Ce n'est pas qu'une réputation, c'est une réalité. Parfois on peut ne pas se parler pendant une semaine à cause de 3 centimes par fleur. Et quand t'arrives dans une serre et que t'es novice et qu'ils le voient très bien, parce qu'ils comprennent très vite que t'es pas du milieu, c'est pas simple. Voilà, j'ai lu le bouquin de Marc Simoncini récemment qui parle un peu
d'un deal avec des Hollandais qui a failli foirer pour une histoire de qui doit payer les timbres à la fin sur une enveloppe genre de 7 €, tu vois. Et c'est vraiment eux, je les adore, hein, parce que je travaille avec eux tous les jours. On a créé une boîte aux Pays-Bas, on embauche une vingtaine de personnes là-bas. Mais c'est difficile. C'est quoi tes gens aux Pays-Bas? Tes employés, c'est des acheteurs? C'est des acheteurs, des approvisionneurs, des logisticiens. Et puis ensuite, on a des préparateurs de commandes, donc qui vont s'occuper de fabriquer des chariots, qui vont accueillir nos fleurs et qui vont être expédiés tous les jours en France. D'accord. Et donc vous lancez tout ça. C'est quoi juste pour revenir sur le lancement, c'est quoi le trigger? Comment le jour, tu te souviens du jour où vous avez choisi de vous lancer là-dedans? Le démarrage de l'aventure? Ouais. Ouais, c'était vraiment le jour où j'ai vu Loïc pour lui dire, écoute, peu importe que ce soit daltonien, allergique au pollen, c'est aujourd'hui. Mais plus marquant que ça, c'est le jour du lancement du site internet. On devait lancer le jour du Bataclan. Tu vois, comme quoi, entre Charlie Hebdo et le Bataclan, moi, ça m'a pas mal poursuivi. Un 13 novembre. Un 13 novembre. Et on est juste à côté du Bataclan, parce qu'on est pas loin du canal Saint-Martin d'ailleurs, et donc on fait une charrette comme tous les soirs depuis plus d'un mois. On bosse toute la nuit, et puis du coup on comprend très vite qu'il est en train de se passer quelque chose. On regarde les infos, on se dit bah écoute, c'est juste encore hallucinant, mais effectivement ça sera pas pour ce soir. Donc on peaufine le projet pendant un mois, et puis un jour Vogue nous appelle pour nous dire les enfants, demain publication Instagram sur Bergamote. Et là, on se dit, waouh, il nous reste 8 heures pour lancer le site. C'est pas encore prêt, mais on n'a pas le choix. Donc, on lance à 5 heures du matin. On va prendre une douche, respectivement, chez nous. On revient. Et là, un afflux de visiteurs énorme. On n'était évidemment pas préparés. Et que des bugs. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui ont payé 25 fois sur la même journée, des gens qui ont été débités 4 fois et qui ont reçu 8 fois le bouquet, des pages blanches à chaque étape de navigation. On remonte plus de 800 bugs au cours des prochaines 48 heures. Donc en fait, c'est l'apocalypse, une nouvelle fois, et on se dit, mais comment on va faire? On a une dette technique qui est énorme, et en même temps, il y avait un très très gros engouement de la part des gens. Je pense qu'on a commencé Instagram au même moment, on avait déjà 15 000 ou 17 000 followers au bout de 3 ou 4 jours. Donc on se disait, mais c'est génial, il y a vraiment quelque chose à faire sur ce marché. Maintenant, il va falloir vraiment bosser parce qu'on passe aux choses sérieuses. C'est l'enfer de la technique et d'internet. Enfin, tu vois, c'est que à la fois c'est quelque chose qui est potentiellement très rationnel et tu dis il y a des raisons et à la fois quand t'es pas habitué, nous on travaille de temps en temps avec des clients ou des gens qui sont pas forcément habitués, qui te mettent beaucoup de pression pour aller vite et sortir quelque chose de il y a des bugs, quoi. Et il faut débugger quand tu lances des nouvelles fonctionnalités. Il y a des bugs. Et Facebook a des bugs, Instagram a des bugs. Ils ont des leaks aussi. Ouais. Mais je veux dire, tout ça arrive. Et du coup, il n'y a pas un moment où mais là, c'est donc complètement la guerre. Tu rembourses tout le monde. Il se passe quoi? Tu fais comment C'est la bérésina. Après, on a une clientèle qui est extrêmement compréhensive. Et qui même celui qui s'est fait prélever 25 fois? Alors lui, peut-être pas. Donc tu vas enlever ces 5% là, évidemment. Mais on a tendance à ne regarder que ce qui va bien. Et donc ils sont très compréhensifs et surtout ils sont vraiment séduits par le produit. Tu vois, tout de suite, les premiers jours, on a un feedback qui est énorme. Waouh. Point important, hein, parce que vraiment, alors une des choses chez vous, c'est que vous n'avez pas des milliers de bouquets. Tu as des collections, il y en a combien de bouquets? Alors une collection, c'est entre 12 et 14 bouquets. Ouais, et tu as quelques tailles à chaque fois, c'est ça? Quelques tailles, entre 29 et 150 €. Ouais. Et l'idée des collections, c'est vraiment d'accompagner la nature au gré des saisons et des disponibilités des fleurs, évidemment. Et puis pour chaque collection, on essaie de faire une collaboration assez marquée, assez forte avec un artiste qui ne vient pas du monde des fleurs. C'était vraiment l'idée de démocratiser ce marché-là. Est-ce que tu es capable de me citer un meilleur ouvrier de France fleuriste? Je pense que non. Non. Voilà. Alors que Pierre Hermé, Sarah Lavoine, Anne-Sophie Pic, Morgane Césaloris, c'est tout de suite des noms qui te parlent. Et donc on s'est dit, bah tiens, tous ces gens ont une sensibilité artistique qui est extrêmement forte. On va l'amener finalement au milieu des fleurs. Et donc, quand Pierre Hermé te dessine un bouquet, il n'a pas de connaissances techniques sur le type de variété ou l'association entre telle et telle fleur. Mais en revanche, il a une idée visuelle qui est extrêmement précise. Et donc ça fait beaucoup de bien au design et à l'esthétisme des bouquets.
Et donc on a vraiment créé un style qui est très propre, qui s'appelle le style Bergamote. D'ailleurs, on a souvent des gens qui nous remontent cette info, des clients qui vont en boutique et qui disent je voudrais un bouquet style Bergamote s'il vous plaît, au fleuriste du coin. Donc voilà, on a vraiment créé quelque chose, un style à part. On a beaucoup travaillé sur l'unboxing qui était jusqu'à présent absolument pas étudié. Donc l'unboxing, c'est le déballage du produit, de cette expérience qui va façonner finalement l'expérience générale et l'appréciation de ta marque. C'est hyper important dans le e-commerce, en tout cas d'une certaine gamme, je dirais, parce que comme tu ne vois pas ton client en direct, envoyer comme ça se faisait, je tape un peu de temps en temps, je m'excuse auprès des gens qui bossent chez Cdiscount, mais ça a été vraiment pour moi une image très claire de, or quoi qu'Amazon, l'unboxing sur Amazon n'est toujours pas fantastique à la fois, mais on n'est pas sur ces gammes dont je parlais, et l'idée c'est de se dire quand même, quand je reçois quelque chose, qui est en plus, là on parle d'un produit qui est sentimental, qui est émotionnel, qui est, voilà, si tu reçois un pauvre colis dégueulasse, mal foutu, dur à ouvrir, qui abîme tout, et voilà, pour après découvrir un beau bouquet de fleurs, t'as quand même gâché la moitié du truc, quoi. Tu sais que ça va pas bien se passer. Et en fait là, l'inspiration a été très 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 claire. C'était la pochette surprise de notre enfance. Tu te souviens, la pochette surprise de supermarché. Ouais. Et on s'est dit, on va créer un packaging qui ressemble à cette fameuse pochette surprise, donc qui va permettre de protéger les fleurs et qui va également être un objet de désir, un objet sexy comme un sac shopping ou un tote bag par exemple. Et c'est quoi les volumes de ton premier jour? C'était énorme. On était prêt pour faire 20 bouquets. Je pense qu'on en a fait 240 dans une douleur absolue. Mais t'avais pas les... Non. Les bouquets, tu vas en chercher d'autres? Ouais, on prend un camion pour aller à Rungis en urgence, se réapprovisionner. On demande à des copains de venir nous aider pour emballer les bouquets parce que on n'a que 2 fleuristes à l'époque. Ouais, donc c'est... Et tu les livres toi-même ou comment ça se passe? Ouais, j'ai pas mal livré au début. J'ai tout fait, du service client, de la livraison. J'ai fait comme ça qu'on apprend. Des bouquets, voilà. Et d'ailleurs, on en fait toujours pendant les grandes fêtes de l'année. Tout le staff, que ce soit le marketing, les développeurs, Loïc y compris, avec un masque, mais Loïc y compris, vient aider en atelier pour emballer, effectuer des tâches de manutention. Et dès la première collection, j'ai plein de questions, pardon, c'est le moment qui me passionne, mais dès la première collection, t'as une, comment t'appelles ça, une association, une DA? Non, enfin, une personne comme ça. Une collab, ou c'est bien après? Pas sur la première, on l'a fait sur la deuxième collection avec Sarah Lavoine, c'est la première. Et comment tu vas la convaincre? Elle a adoré le produit, ça a été hyper simple en fait. Faudra que tu la convainques de venir sur ce podcast, mais ça c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Et donc du coup, elle se dit voilà, et elle gagne de l'argent un peu là-dessus? Non, alors l'idée des collabs en fait, c'est que ça soit qu'il n'y ait pas d'échange d'argent. Ouais. Donc c'est des échanges de visibilité, donc on met en avant et on fait pas mal d'opérations 360, ça peut être des jeux concours, de l'influence marketing, des portages auprès de la presse, mais ça a vraiment une dimension marketing et non pas financière à chaque fois. D'accord. Donc on n'a jamais payé un euro. Ça les met en avant et en effet, comme tu le dis, tu peux envoyer à la presse ou des gens pour montrer la collection, c'est sympa. Voilà. Et c'est combien de temps une collection? C'est 2 mois, entre 2 et 3 mois en fonction des saisons et des disponibilités des fleurs, et puis ensuite on a créé un système qui n'existait pas aussi, qui est calqué sur la mode. On a tout pris à Zara. C'est un système de capsules et de last call. Donc tu vas avoir une collection qui va durer 2 mois, qui va être le sature de tes produits. Et puis ensuite, on va prendre l'exemple des pivoines qui sont qui est la fleur préférée des Français, qui n'est disponible qu'au mois de mai. On va faire une capsule pivoine pendant 1 mois pour vraiment profiter de la disponibilité de cette fleur d'exception. On va faire des last call en fin de saison. En ce moment, c'est la renoncule. C'est une fleur qu'on produit en France, dans lequel on a un savoir-faire qui est d'exception. Le mec est devenu expert en fleurs en 3 ans. Ouais, alors c'est pas pour me vanter parce que j'ai bien des défauts, mais ouais, sur les achats de fleurs, je pense que maintenant je commence à être vraiment calé. Après, ça reste. Ouais, j'adore ça. J'adore ça. J'étais pas du tout prédestiné à être acheteur, mais maintenant je peux pas me passer de fleurs et de plantes. C'est devenu indispensable et c'est fou. Et en fait, c'est le dénominateur commun de l'entrepreneuriat, c'est pas le fait que ça soit un métier ou qu'on le catégorise de telle ou telle façon, c'est en fait la passion qui nous anime pour mettre en place un projet, l'exécuter, le faire vivre. Et je pense que si demain je vendais des boîtes de sardines, je serais tout autant passionné. Alors évidemment, les fleurs et les plantes, ça a un côté beaucoup plus irrationnel, beaucoup plus émotionnel, et c'est bien plus sympa. Mais voilà, ça reste pour moi une histoire de passion avant d'être une histoire de produit.
une passion que tu as trouvée en la construisant, quoi. C'est assez intéressant. Si je reviens sur ces premiers jours, donc tu as quand même tout organisé, c'est-à-dire des fleuristes, du packaging. Comment tu livres? Où est-ce que tu livres? C'est que Paris? Alors, la première semaine, on ne fait que Paris, et puis très vite, on lance la province. T'as un camion de Chronopost qui vient le soir à 19h et qui livre le lendemain matin partout en France entre 9h et 13h. Donc ça, c'est quand même la beauté du modèle aussi français sur la partie livraison. C'est d'être capable en fait d'aller livrer Madame Legrand à Nice le lendemain avant 13h pour un bouquet qui a été fait. Ouais, ça coûte un bras. Ça coûte un bras au début, ça coûte toujours beaucoup d'argent, d'autant que les frais de livraison sont extrêmement réduits. À l'époque, nos concurrents sont autour de 10 à 15 euros par envoi. Nous, on commence à 4,90, donc c'est 3 fois moins cher. Donc on subventionne évidemment une partie de la livraison. Ça coûte combien? Ça me coûte 10 euros. D'accord. 10 euros, ce qui est quand même un budget extrêmement important. Donc je prends en charge la moitié des frais de livraison. C'est un poste qui est clé, hein. Ça coûte presque autant d'argent que la matière première. Mais finalement, c'est la prestation en elle-même. La prestation, c'est un bouquet ou une plante livrée. Et l'un ne va pas sans l'autre. Donc, on est obligé d'avoir des moyens extrêmement importants pour cette partie-là. Et donc, l'aventure démarre. Alors, évidemment, après la publication de Vogue, ça retombe quand même un petit peu, hein. On se remet à faire 20, 25, 30 bouquets par jour. Ton panier moyen, c'est combien à peu près? C'était autour de 50 euros. Donc t'arrives à faire quand même un gros 1000 euros par jour. Ouais, je commence à peu près dans ces ordres de grandeur là. Et sans marketing? Sans market, rien. D'accord. Rien, Instagram au départ. Et surtout le gros problème, c'est la dette technique qu'on a développée avec ces 800 bugs. On en parlait tout à l'heure à remonter, ça nous prend 1 an. C'est-à-dire que en fait, ça c'est un conseil que un an avec 3 développeurs. Avec 3 développeurs. En fait, on lance un projet qui est bâclé en 3 mois et demi, 4 mois. On se dit c'est génial, on a super bien exécuté. Et en fait, derrière, on prend 1 an de retard dans les dents parce que mal spécifié, parce que du théorique à la pratique, il y a un univers qui nous sépare. Et donc, il a fallu itérer, réinventer, refondre une grande partie de nos process. Et donc, on est vraiment empêtré dans ce mal technique, donc cette dette technique qui consomme beaucoup d'énergie et qui finalement ne nous fait pas avancer. Donc on se contente pour l'instant de subir. Alors c'est pas un problème parce que la demande est très largement supérieure à l'offre. On est en rupture de stock tous les jours. Tu vas sur le site en 2016 à partir de 13h, il y avait plus de bouquets en livraison pour la journée même. Donc finalement on a des problèmes de riches, ce qui nous permet de rattraper ce retard sur la dette technique. Et au bout de 9 mois, on a quand même plus d'argent parce que on a évidemment des dépenses qui sont pharaoniques. Et donc on fait notre premier tour de table professionnel, le tour de seed ou d'amorçage, avec un fonds qui s'appelle 360 Capital. Alors attends, juste avant de rentrer là-dessus, bien sûr, t'allais donner un conseil, je t'ai coupé sur justement ce lancement, cette dette technique et non, tu vois pas ce que. Ah oui, pardon, bien sûr. Alors ça va à l'encontre de ce que peut te dire le marché entrepreneurial français, mais on fait beaucoup référence à Guy Kawasaki, The Art of Start. Ouais. Moi, j'y crois pas du tout à ce truc-là. J'y crois pas du tout pour un produit B2C, en tout cas. Pourquoi? Parce que en fait, qui était un des premiers employés d'Apple, qui est un type assez iconique dans le extrêmement connu dans la vallée notamment, et puis en France qui est beaucoup repris. Et ce bouquin-là, c'est vraiment la Madeleine de Proust de beaucoup d'entrepreneurs. Moi j'y crois pas parce que pour un modèle comme le nôtre ou un modèle B2C, il faut beaucoup d'anticipation. Tu ne peux pas juste bâcler, bêta tester. Il faut que tu aies un produit qui soit abouti, qui soit fini. Et donc le fait de survoler l'aspect technique, en fait, c'est un effet boomerang qui peut être dévastateur pour une boîte. Et c'est d'ailleurs et c'est d'ailleurs ce que beaucoup d'entrepreneurs rencontrent au cours de leur premières années, avec une phase qu'on appelle de refactorisation, la refacto, c'est-à-dire qu'on a écrit du code et au bout d'1 an et demi, 2 ans, il faut tout réécrire from scratch parce que finalement ça avait été mal calibré, mal défini, et ça peut prendre 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, et donc ce retard technique en fait il ne se rattrape pas. Donc plutôt que de bâcler, moi j'ai tendance à dire qu'il faut prendre son temps, quitte à ce que ça soit 2-3 mois de plus, pour vraiment mettre la boîte sur les rails.
C'est vrai que c'est un conseil qui est assez peu dans la culture startup. C'est-à-dire que on est vraiment dans souvent une approche. Alors je reprends les anglicismes du done is better than perfect, yes. du fake it until you make it, enfin je peux t'en sortir plein, mais bien sûr, ouais, c'est ça. C'est vraiment souvent on se dit que dans cette période aussi. Moi, j'aurais une analyse naturellement, hein, et peut-être qu'elle est mauvaise, mais elle est aussi très subjective. Mais c'est de se dire que de toute façon, tes specs, tu pouvais pas les connaître complètement avant de te lancer, et que tu as appris en marchant aussi sur ces 9, 10, 12 mois. Oui. Mais quand tu fais du B2C, c'est très difficile d'apprendre en marchant. Parce que comme c'est déjà très très enclenché, très très en marche, tous les jours tu dois livrer des clients. Tous les jours, il faut que ton expérience produit de livraison et ton expérience client de manière générale soit exceptionnelle. Et en fait, quand tu as des lacunes comme ça, techniques, opérationnelles, logistiques, marketing telles, le retard est presque inrattrapable. Mais par exemple, tu vois, tu parles dans ton ERP de système de facturation, de choses comme ça. Moi, j'ai une ou deux fois, j'ai fait l'erreur une ou deux fois de redévelopper des choses comme ça. Aujourd'hui, nous, on va systématiquement se brancher sur des choses existantes. Des clémentines, des Celsi, des choses sur le compte des API qui te permettent de ne pas redévelopper tout ça parce que c'est pas cher, ça fonctionne bien. Et ça, c'est des petites choses qui, généralement, je pense, sur pas mal de business qu'on a pu développer nous en interne ou pour des clients, permettent quand même de gagner du temps et surtout d'éviter certains bugs. Bien sûr, et c'est pour ça que je dis que c'est une opinion personnelle et c'est pour ma part. Si on prend l'exemple de la facturation, notre grand dada du moment, c'est d'être capable de calculer un coût de revient par envoi. Donc c'est de se dire, ok, tel bouquet il est lié à telle facture d'achat, à tel producteur, la facture est rentrée tel jour, c'est lié à tel numéro de commande pour la livraison, c'est lié à telle palette de packaging consommé, c'est lié à tel fleuriste qui est payé à tel salaire. Et donc ça nous permet de nous dire, bah voilà, sur le bouquet reçu par ton équipe ce matin, on est à 43,17% de marge par exemple. Je te dis ça, c'est tout bête. Si tu fais ça avec celle-ci, en fait, tu pourras jamais y arriver. Jamais, jamais. Et au bout de 3 ans, tu vas te dire, oh, merde, j'ai aucune vision sur le pilotage financier de ma boîte, parce que je fais de l'industriel, hein, moi j'ai 17 composants dans un bouquet qui rentrent dans la composition d'un produit. Et donc, qu'est-ce que tu fais? T'appelles SAP ou t'appelles Oracle, et tu leur dis, les gars, c'est très compliqué, on n'y arrive pas, ou t'appelles Capgemini, et ça marche, sauf que c'est 2 ans, c'est 500, 600 jours hommes, et ça te coûte 1,5 million, 2 millions d'euros. Donc, en fait, ces erreurs-là, tu vas pas les payer tout de suite au bout de 3 ou 6 mois, tu vas les payer plus tard, je pense, au bout de 2, 3 ou 4 ans, et ça arrive à 80% des boîtes B2C. D'accord. Du coup là-dessus non mais c'est intéressant de confronter le truc parce qu'en effet le truc c'est de dire que sur la première année ou sur les premiers lancements finalement tu es hyper je vais remercier Milisa parce que non je vais le faire, il y a pas de problème parce que on a été perturbés. Je te remercie, tu vois, publiquement, parce que notre, office manager, on va l'appeler, nous apporte très gentiment 2 cafés et un verre d'eau en plein milieu d'un podcast qui est hyper, hyper sympa parce que on n'avait plus d'eau et qu'on en avait besoin. C'est ça. Avant d'avoir des vieux bruits de bouche. Donc, merci Milisa, si tu nous écoutes plus tard. Oui, c'est hyper intéressant de confronter tout ça parce que ça va à l'opposé aussi de justement des investissements légers ou de se dire quand tu n'as que 200 000 euros, te lancer dans un truc où tu redéveloppes des choses. Si jamais à la fin ça marche pas, parce que là ça marche, Bergamote, mais si jamais à la fin ça marche pas, tu peux te retourner et te dire je vais peut-être un peu déconner sur développer ces gros trucs qui m'ont jamais servi à rien. Bien sûr, risque maximal. Ouais. Et donc voilà, donc tu arrives au bout de 8 mois, plus de pognon. Tu t'en rends compte quand que ça va arriver? À 4 mois, à 3, à 2? À 3 mois. Ok. Très très vite. Je sonde quand même le business angel bordelais, le fameux. Il m'a dit non mais attends, c'est bon, déjà 200 000 euros, il est hors de question que je remette ne serait-ce que 10 000 euros. Donc il faut se rendre à l'évidence, il faut lever. Et il faut lever très vite. Et là tu stresses, tu te dis que ça va partir en couille. Là c'est le pire moment de ma vie parce que tu sens que le business fait des étincelles. T'as une adhésion à la marque et au produit qui est extrêmement forte. Mais tout ça peut s'écrouler du jour au lendemain parce que tu n'as plus d'argent. Et le problème du B2C et dans une boîte un peu industrielle comme la nôtre, c'est qu'en fait,
tu dépenses beaucoup d'argent tous les jours pour financer ton BFR, tes stocks, payer tes fleuristes, etc. Encore, t'as presque, alors non, à terme, en tout cas, t'as un cash flow positif, une trésor positive, parce que t'es payé par tes clients avant qu'ils achètent, et tu payes tes fournisseurs à 90 jours. Tout à fait. Alors, j'aimerais bien 90, mais ouais, c'est à peu près illégal, ça. 90, c'est ça. Et là commence une grande période de doute où en fait t'as un business qui te consume de l'intérieur parce que c'est un business, on en parlera peut-être après, mais extrêmement complexe. On fait de la livraison en temps réel du produit le plus périssable au monde en B2C. C'est un impact pour ta vie qui est considérable. Tu ne peux jamais déconnecter, c'est toujours des soucis, des problèmes d'opération, de logistique, des problèmes humains. Tu livres tous les jours, hein? Tous les jours, 6 jours sur 7, sauf le dimanche, mais le dimanche t'as d'autres problèmes. Et donc tu dois en même temps faire une levée de fonds. Problème à la maison ou... Non, pas du tout. Non, à la maison ça va super bien, je te rassure. Non, mais le service client continue à tourner, t'as des gens qui t'envoient des questions sur Instagram, des mails, des appels, des messages vocaux. Au départ, c'est moi, pendant 3-4 mois, c'est moi. Et donc, en même temps, tu dois consacrer une énergie considérable à une levée de fonds. Tu sais pas comment faire, t'es tout seul. Pendant 3 ans, t'avais répété que être entrepreneur, c'était être libre et être indépendant. Donc, il faut que tu réapprennes totalement à communiquer sur cette façon-là. Ça dure 4 mois. Puis t'as un peu une traversée du désert. T'es fait accompagner ? Non. Non, pas sur celle-là, ce qui était encore plus suicidaire. Hein, ça, un conseil que je peux donner aussi à tes auditeurs, si en phase de levée, c'est faites-vous accompagner. C'est quand même beaucoup plus confortable. Il y a des tas de bonnes boîtes. J'ai eu David Salabi notamment chez Cambon. Il y en a plein d'autres. Bien sûr, il y a plein de très belles boîtes à Paris qui font ça et ailleurs. Et finalement, on arrive enfin à lever. Donc, on est au mois de juillet 2016 avec 360 Capital, qui est un fonds qui connaît bien le B2C, qui est le premier à vraiment nous faire confiance. Je sens que juillet, c'est important de noter, c'est un bon moment pour lever, mais généralement, si tu lèves pas en juillet, tu lèves pas avant octobre ou novembre. Donc, oui, et puis de toute manière, je pense qu'on aurait fermé avant octobre ou novembre. Oui, c'est ça. Donc, voilà. C'était quand même, t'étais au bord du coup près parce que... Il me restait 20 000 euros. Parce que, tu vois, je pouvais même pas payer les salaires du mois de juillet. Autant dire qu'en France, personne n'investit en août. En septembre, tu reviens de vacances, tu regardes les dossiers, tu prends le temps, etc. Exactement. Et donc, éventuellement, octobre ou novembre, tu peux refaire un deal. Ouais. Donc, on était mort. Donc ça a été une période hyper intense. Et en même temps, j'étais happé par l'opérationnel. Un exemple tout bête, début de roadshow, je rencontre un super investisseur de la Place de Paris. Et puis, mon portable arrête pas de sonner, tu vois, 15, 20, 25 fois pendant le rendez-vous, bureau. Je me dis, bon, je suis désolé, est-ce que je te prie de m'excuser, je vais répondre. Et c'était Loïc qui me dit, il faut absolument que tu reviennes tout de suite à l'atelier, c'est la catastrophe, c'est la fête des grands-mères. Donc on est début mars, on ne savait pas, on n'avait même pas anticipé cet événement-là. On est à 250 commandes, l'atelier brûle, vite reviens. J'interromps mon rendez-vous, je saute dans un Uber, et puis ensuite on a fait du bouquet jusqu'à 2h du matin. Donc tu vois, c'était très très compliqué d'à la fois confronter cette réalité opérationnelle avec le monde des investisseurs où tu dois être extrêmement calme, extrêmement serein, travailler très très en profondeur tes chiffres, ton approche. Voilà, donc c'est pas un bon souvenir. Ce qu'il est en revanche, c'est la phase d'après qui nous permet, donc on lève 1 million d'euros, un peu plus d'1 million, et c'est la phase qui nous permet de recruter nos premiers profils clés. Avec du cash out du coup à hauteur de presque 600 pour ton premier investisseur. Très bonne mémoire, Mathieu. Et du coup, ça veut dire que il y a par rapport à 1 million, c'est beaucoup 600. Alors c'est 1 million de cash in. Oui, d'accord. Voilà, donc après il y a eu une partie secondaire cash out. Voilà. Et ça reste un peu plus, on reste un peu plus discret sur cette partie, mais effectivement, il y a eu 2 parties. Et du coup, après vous. Ça, c'est votre première levée. Il y en a eu d'autres après ? Ouais, okay. On en a fait une deuxième, 1 an plus tard. Okay. Et donc cette première levée, en fait, elle nous donne un bol d'air frais absolu. Ça nous permet de recruter nos premiers profils clés. Le DAF qui est toujours là, la directrice marketing qui est toujours là, le lead développeur qui est toujours là, toute cette équipe vraiment de premiers dirigeants, de premier cercle, qui est une constitution fondamentale, je pense, dans la vie d'une entreprise. Et ça nous permet de changer de locaux. Ça devient ingérable. Il faut imaginer que à mon bureau, donc le petit bureau Ikea que tout le monde a, je suis entouré de fleurs. Je ne peux même pas voir mon voisin d'en face. Donc on est dans
Parce que t'as pas d'atelier encore à ce moment-là? C'est l'atelier. Ouais, en fait. Ton bureau, c'est l'atelier. Voilà, c'est 80 mètres carrés. Donc c'est tout petit. Tu as une chambre froide, tu as une cave pour stocker tes emballages. Il vit au gré des réceptions. Donc ça commence à 4 heures du matin. Donc les voisins dans la rue hurlent parce que t'as les Hollandais qui viennent te livrer avec leur semi-remorque dans une rue qui fait 2 mètres de large. Les voisins qui montent une pétition contre toi. Voilà, c'est des conditions. Tu peux leur offrir des fleurs à la fois. Ouais, ça marche une fois avec la gardienne, mais pas deux. Quand elle a eu 8 bouquets de fleurs à 800 €. Voilà, c'est ça. Elle a plus de place. Et donc finalement, ça nous permet aussi cet argent-là de déménager dans un ancien supermarché dans le 1er arrondissement, donc un ancien Monop. Et ça nous permet évidemment d'avoir un peu d'air sur cette partie-là. Et c'est là où tu as ton stock aussi dans ce Monop? Non. Ouais, alors on a toujours cet atelier, c'est donc l'atelier de la rue d'Argenteuil. On en a fait une maison, c'est la maison Bergamote, donc c'est un lieu de vie, de rencontre autour des fleurs, autour du végétal. Donc il y a des ateliers, il y a des conférences, on fait tout un tas d'opérations rigolotes. Tu vois, la semaine dernière, on avait... C'est une boutique aussi, pardon? C'est une boutique, bien sûr. Ouais, ouais. La semaine dernière, on avait Happen, donc le site de dating. On a fait un dating végétal, donc où des célibataires se rencontraient autour des plantes. Voilà, donc on l'a fait vivre de manière assez exceptionnelle. Et surtout, si on revient en début 2017, donc quand on déménage, ça nous permet enfin de pouvoir envisager l'avenir un peu sereinement. On passe de 80 à 400 mètres carrés. Donc on a des vrais bureaux, même s'ils sont toujours dans l'atelier. Donc on est au sous-sol, t'as des seaux d'eau qui sont renversés, t'as les gouttes d'eau qui tombent sur ton écran d'ordinateur. C'est un bruit qui est assez indescriptible, mais c'est quand même déjà une étape vers l'industrialisation et vers la sérénité. Oui, parce que c'est tout ça, hein, que au-delà de la fleur, tu parles d'industrialisation, mais que tu découvres aussi. C'est-à-dire que tous ces process, toutes ces... et là, on prend la plus grosse claque. D'optimisation, du presque terrorisme, j'exagère, mais comment t'optimises? Non, t'exagères pas. T'exagères pas. On travaille sur une méthode qui s'appelle la méthode Kaizen, hein, qui est dérivée du toyotisme. Et donc, ça me parle, parle. J'ai appris ça, il y a 20 ans. Six Sigma, Kaizen, on travaille beaucoup sur ça. Et en fait, ça a été la deuxième étape. Après le recrutement de profils clés, on s'est dit, on a quand même un très gros souci. Donc, on fait toujours pas de marketing à l'époque. La demande est largement supérieure à l'offre. Mais l'offre. Là, t'es quoi? T'es à 100 bouquets par jour ou 150, à peu près. Hey. Mais l'offre ne suit pas. Et en fait, tous les 3 mois, on rencontre de nouveaux problèmes opérationnels qui étaient insoupçonnables. Et c'est vraiment, si tu veux, la métaphore de la voiture qui passe à l'entretien chez son garagiste et au premier dodan ou rond-point venu, nouvelle sortie de route, tu la ramènes au garage, tu passes ton temps à bricoler en espérant que ça passe, et finalement, ça passe pas. Donc, au bout de 6 mois, on se dit, allez, on va prendre le taureau par les cornes. On va recruter des gens qui savent faire, parce qu'il faut accepter aussi de pas maîtriser tout. Et donc on recrute un Gadzar. Les Gadzar, ils ont une force énorme, c'est qu'ils sont pour la plupart nés dans des usines. Un quoi? Un ingénieur arts et métiers. Gadzar, pardon. D'accord. Qui sont donc qui ont cette force-là, c'est de vraiment côtoyer le monde de l'usine et d'en être passionné tous les jours. Et avec lui, on refonde une 6e fois notre workflow. Le workflow, en fait, c'est le processus de fabrication des bouquets et des plantes. Et on s'inspire très largement de la méthode Kaizen. Donc si tu veux, c'est vraiment l'image que tu peux en avoir. On chronomètre toutes les opérations. T'as 5 personnes autour d'une table pour vérifier que chaque opération est efficiente et utile. On enlève tout ce qui est inutile et on gagne à peu près 80% de productivité en 3 mois. Donc un bouquet qui mettait, tu vois, une sortie de production d'un bouquet, on a commencé autour de 8 minutes. Aujourd'hui, on est à un peu moins de 2 minutes. Il y a des progrès qui ont été faits de manière considérable, sans automatisation, hein. On parle vraiment de progrès humains liés à l'efficience. Le fouet, c'est un truc qui marche bien, non? Non, c'est pas trop l'ADN de la boîte. Au contraire, non, tu vois, les artisans fleuristes qui bossent chez nous, donc on les valorise. C'est vraiment c'est notre or noir à nous. Ouais. On en a 50 aujourd'hui, tous en CDI, tous artisans avec des grosses expériences. Voilà, non, on est très loin de la technique du fouet. Et ils sont où du coup aujourd'hui? Ils sont à Paris et à Clichy, absolument, moitié-moitié. Et Clichy, donc on a un bel atelier qui fait un peu plus de 2000 mètres carrés et qui s'occupe de toutes les commandes qui vont partir dans le reste de la France. Paris gère les commandes parisiennes. Pourquoi Clichy? Pourquoi t'es pas allé à Alençon?
C'est une excellente question. D'ailleurs, la tendance pour les e-commerçants en B2C, c'est plutôt d'aller dans le nord de la France. Nous, on voulait garder cet ancrage. C'est l'ouest, hein, Alençon. Mais Oui. non, tu aurais pu aller à... Oui, je rigole. Tu te rapprocherais de la Hollande, en plus. Ouais. Bien sûr. Roubaix, Tourcoing. Non, on s'est dit on voulait garder cet ancrage parisien. C'est aussi un bureau, donc si tu veux, pour le staff et l'équipe, c'est quand même vachement plus simple de pouvoir aller à Clichy, qui est accessible en métro. Et puis surtout, on avait trouvé la perle rare, un super local, comme il n'en existe plus en première couronne parisienne. Ça, c'est aussi une des grandes difficultés quand tu entreprends sur un modèle industriel ou opérationnel, c'est qu'il n'y a pas de locaux disponibles dans Paris. C'est une vue de l'esprit. Et en première couronne, c'est extrêmement compliqué. Donc bien souvent, les gens se retrouvent en 2e, 3e, 4e ceinture ou à Alençon ou Roubaix, ce qui explique aussi tous ces déménagements. Voilà. Et c'est très très bien connecté avec nous pour le transport en Hollande. On est à côté du périph', on est à côté de Paris. Voilà. C'est le lieu idéal. On a un super maire, une super équipe. On est ravis. Très bien. Et alors, du coup, vous faites une deuxième levée en 2017, 2018 2017. Ouais, juillet 2017. Ok, d'accord. Là, on lève un peu plus de 6 millions. Wow. Et ça nous permet vraiment de poursuivre cette politique industrielle, en tout cas de scale, pour être capable de se dire, OK, comment on fait demain pour faire 3000 bouquets sans douleur? Et le sans douleur est extrêmement important parce que tu peux avoir la douleur physique du fleuriste, avoir la douleur émotionnelle qui est liée au stress, qui est liée au fait que ça soit difficile. Tu peux avoir la douleur pour le client, de se dire bah le bouquet est arrivé en retard ou le bouquet n'est pas conforme à la commande. Et donc ce mot a vraiment jalonné notre expérience opérationnelle et industrielle. Et aujourd'hui, je pense qu'on est fiers de dire qu'on peut faire 3000 bouquets sans problème par jour, sans douleur. Ça nous a pris 1 an, 24/24. Moi, j'ai fait que ça. J'ai toujours pas fait de marketing, toujours pas fait de service client. Voilà. J'ai vraiment travaillé sur ça. Aujourd'hui, j'ai laissé les clés à notre directeur des opérations, le fameux Gadzar, ingénieur arts et métiers dont on parlait, pour m'occuper de l'expansion de la marque à l'international. Mais voilà, c'est vraiment une fierté de se dire qu'enfin on a réussi à maîtriser la bête. Ça a été tellement difficile, on est passé par tellement d'impasses et de désillusions. Et à la fois, c'est quand même très rapide parce qu'on parle d'un lancement en 2015. Oui, fin 2015, donc presque. Ouais, décembre 2015. La boîte, le lancement à 3 ans en fait. Ouais, la boîte à 3 ans. C'est quand même tout jeune en fait. Pour avoir levé autant, mais surtout avoir autant de monde, être capable de faire 3000 bouquets jour pour des gens qui à l'origine ne savaient même pas ce que c'était qu'une fleur. Je veux dire, c'est quand même, vous êtes allé très vite. On est allé très vite parce qu'on savait que c'était ce qui allait primer. On en parlait tout à l'heure, on n'a pas apporté grand-chose sur ce marché, si ce n'est une réinvention, finalement une volonté de refaçonner un peu en profondeur le marché, sur l'offre, sur le packaging, sur la qualité de livraison, sur l'expérience client. Mais finalement, personne ne nous attendait. Donc il a fallu être très très bon sur l'exécution pour aller vite. Je suis pas complètement d'accord sur le personne vous attendez. En fait, en l'occurrence, j'aurais probablement trouvé ça, ce que je disais tout à l'heure, très ambitieux, mais à la fois, à un moment, je dirais il y a 2 ans et demi, où ça doit être un peu... je sais pas si je connaissais déjà Bergamote, mais je regardais un peu, je vais pas les citer, mais un des gros français du e-commerce de fleurs, et je me disais, mais ça serait une super boîte à racheter parce que, en fait, ils sont gros, il y a déjà du monde, il y a déjà justement toutes ces... mais en revanche, tu vas sur le site, il est vieillot, les fleurs, elles donnent pas envie, l'unboxing expérience dans ces vieux trucs en plastique dégueu, c'est moche, et en fait, alors peut-être qu'ils ont évolué depuis, d'ailleurs, j'ai pas suivi ce truc, mais j'avais regardé, en plus, les fondateurs, ou en tout cas les dirigeants étaient assez vieux, et je me disais, ce serait peut-être le bon moment, mais c'était quand même un gros site, quoi, donc beaucoup d'argent. Bien sûr. Mais quand je te dis qu'on nous attendait pas, c'est que évidemment les consommateurs étaient à la recherche d'une expérience un peu différente, mais on n'attendait pas Bergamote. Oui, je comprends. Et c'est vrai que l'exécution a primé surtout, l'exécution en termes d'influence marketing, en termes de rayonnement de marque. Je pense qu'on peut être fier de dire que on est la première marque de l'univers floral. Aujourd'hui, les gens bien souvent te disent voilà, j'ai pas acheté un bouquet, ils disent j'ai acheté un bouquet bergamote ou j'ai acheté un bergamote. C'est devenu un style, on en parlait tout à l'heure. Comme Lydia, quoi. Comme Lydia, exactement. On se fait un Lydia, voilà. Et ça, en fait, c'est notre capacité d'exécution qui a primé sur tout le reste, parce que finalement, il n'y avait pas de produit sans excellence opérationnelle. Si le bouquet est pas livré à temps, s'il est pas conforme, si tu t'es trompé dans la commande, si le message du client est inversé avec celui d'un autre,
toute cette expérience produit s'effondre du jour au lendemain. Donc on avait bien compris ça, qu'il fallait vraiment mettre le paquet sur les opérations parce que c'est un sujet sans fin. On n'a pas beaucoup parlé de l'expérience, de l'excellence, du service client, de toutes ces choses-là, de choses que je voudrais évoquer avec Jonathan Lefebvre. Je sais pas si tu as lu son bouquin, mais que j'ai déjà cité, je crois, mais justement, et que je vais inviter qu'un ancien de Trainline. Ouais. C'est quoi votre approche là-dessus? Ah oui, comment s'appelle ce bouquin? L'excellence du service client, je crois, non? Notre directeur du service client m'a dit, il faut absolument que tu le lises. Il faut le lire. C'est pas Jean-Daniel Guyot ou un truc comme ça, non? C'est Jonathan Lefebvre, mais Jean-Daniel Guyot a dû en écrire un autre, c'est possible. Ouais. D'accord. Sur Capitaine Train. Ouais, et on est sur... Ou alors il a fait la préface, peut-être. Peut-être. Probablement. Oui, c'est une sorte de dérivé de ce livre de Tony Hsieh, Delivering Happiness, yes. Que j'ai déjà cité ici aussi d'ailleurs, mais bon, déjà français et ouais, une bible. Alors comment, je sais pas, quelles sont vos petites spécificités là-dessus? Alors moi j'ai été bercé dans l'expérience client avec le voyage. On est sur des univers extrêmement exigeants. Voyageurs du monde, quand tu dépenses 10 000 euros pour un voyage au bout du monde et que ça se passe mal, il suffit pas de donner un petit code promo pour le prochain achat. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Chez Localers, ma première boîte, on avait une clientèle américaine, de surcroît la plus exigeante au monde, hein, je peux le dire. Et donc ça m'a toujours marqué et j'ai toujours été convaincu que une très belle expérience client permettait de transformer bien des écarts ou bien des expériences négatives en quelque chose d'extrêmement fédérateur et constructeur pour une marque. Et c'est ce qu'on a mis en place tout de suite chez Bergamote. D'abord en recrutant des vrais talents, donc on a pris beaucoup de gens qui venaient de conciergerie, des gens qui venaient de chez Disney, qui avaient été vraiment façonnés au fer rouge par cette expérience client et ce désir d'aller plus loin. Et en fait, la stratégie chez Bergamote, elle est très simple. On a 4% de problèmes. Dans les 4%, tu vas avoir un retard de livraison, tu vas avoir un report de livraison de Chronopost, tu peux avoir un bouquet qui est endommagé. Ça peut arriver. Tu peux avoir un bouquet qui n'est pas conforme. Ça peut arriver, mais c'est très très rare. Et dans tous les cas, c'est vraiment un taux qui est incompressible. Et donc, il a fallu travailler par anticipation sur ça. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On est extrêmement proactif dans la gestion des clients. Dès qu'on voit qu'une livraison va arriver en retard, qu'on va avoir un incident sur le transport, on appelle le client directement pour anticiper et pour lui montrer qu'en fait, on est là pour tout contrôler. Et être vraiment à ses côtés pour que l'expérience soit la plus agréable possible. Et en fait, quand tu regardes les avis clients de Bergamote, c'est marrant, mais t'en as au moins 20% où les gens te disent « Ouh là là, expérience qui avait très mal commencé. Heureusement, service client de pointe, service client au top, qui a transformé ça en un truc génial. Je suis bluffé. » Et c'est assez fou, je crois que c'est la clé. Hein. Alors l'anticipation, comme tu le dis, et être capable de... En fait, une livraison qui se passe bien avec un produit parfait qui arrive dans les temps, c'est normal aujourd'hui. Oui. C'est pas, donc je vais pas mettre une bonne note pour ça. Non. C'est normal. C'est le standard Amazon. Ouais. Et à cela, tu rajoutes l'irrationalité de une livraison d'un produit extrêmement émotionnel comme les fleurs pour la date anniversaire de ta maman. Si ta maman elle est née le 26 mai, le bouquet peut pas arriver le 27, c'est pas possible. Et donc t'as une puissance émotionnelle qui se dégage de cette expérience, positive ou négative, qui est très forte. La positive, tant mieux, elle est très facile à gérer. La négative, elle est quand même beaucoup plus complexe. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place tout un tas de techniques anticipatives qui permettent vraiment de sublimer cette expérience-là, avec des talents qui nous accompagnent. Le service client, c'est important chez nous, hein. C'est plus de 8 personnes, CDI 100%. Vous êtes combien au total, tu m'as dit? On est 100, un peu plus de 100. On a 50 fleuristes, 10 personnes au service client et 40 personnes pour tout le reste, donc la tech, le marketing, la finance, etc. Donc si tu veux, le service client représente une part vraiment très importante de la masse salariale de la boîte. Bien sûr, tu savais et tu sais gérer 100 personnes puisque ça tombe du ciel. C'est ce qui est drôle dans tout ce qu'on apprend, ce que tu apprends. Non, ça c'est ce qu'il y a de plus dur. Franchement, ce qu'il y a de plus dur, je pense que le défaut des entrepreneurs souvent, c'est qu'ils ne sont pas bons managers. En tout cas, j'estime que c'est mon cas. Je suis pas un bon manager. Par contre, j'ai su très très vite m'entourer des profils clés. On en parlait, c'était vraiment ce que je recherchais avant tout. Et puis j'ai su, je l'espère, déléguer très vite. Faudrait demander à l'équipe, mais voilà, aujourd'hui, j'ai délégué totalement la partie tech, bon c'est Loïc qui gère, la partie opération avec notre directeur des opérations, la partie financière avec notre DAF. Donc je suis extrêmement bien entouré. C'est cool, tu fais plus rien quoi. Exactement. Non mais plus sérieusement, c'est vraiment un bonheur de voir que si tu veux, les sujets peuvent tourner. Et moi en fait, mon rôle aujourd'hui,
Et je pense qu'un bon CEO, c'est un CEO fantôme. Ça, je me souviens, ça m'a marqué. C'était un grand entrepreneur français qui m'avait dit ça. Il m'a dit, un bon président, c'est un mec qu'on voit pas, c'est un mec fantôme. Et c'est là qu'il aura le meilleur apport et la meilleure capacité d'exécution pour sa boîte. Et en fait, c'est ce que j'essaie de devenir. Alors, c'est pas encore tout à fait le cas, mais ça va l'être assez rapidement, en étant de moins en moins présent sur les opérations et en me concentrant de plus en plus sur les projets de croissance. Voilà. Mon dada, c'est la croissance. C'est vraiment le combat, la conquête, les parts de marché, l'expansion. Et donc, je vais me consacrer vraiment à 100% à cette mission-là. T'as été copié? J'ai été copié, pas mal. Ouais. Pas mal, c'est un sujet que j'aime pas forcément trop aborder, mais ouais. C'est aussi la rançon du succès. Oui. Voilà. Après, il y a la copie, vénérable, et ouais. puis il y a celle qui l'est un peu moins. Forcément, c'est toujours un peu frustrant, mais au final, t'as vite fait d'oublier tout ça et de te concentrer sur ta boîte. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire à l'équipe de surtout jamais regarder dans le rétroviseur ou à côté, de toujours regarder devant. Je viens d'un monde, le tourisme, où on a énormément de concurrents. On en parlait tout à l'heure, 120, 130 concurrents sur Localers. Là, on est 10 ou 15. C'est presque du pain béni, finalement. Voilà. C'est hyper intéressant. Je te remercie de partager tout ça parce que c'est vraiment une aventure qui nous montre que avec en plus tes croyances qui sont pas forcément celles qu'on voit toujours ici ou qu'on entend toujours ici, mais que tu peux te lancer sur un marché peut-être pas bouché mais en tout cas déjà bien établi, et c'est intéressant parce que ça veut aussi dire qu'un marché qui existe depuis longtemps, qui a peut-être assez peu bougé, c'est probablement une opportunité, parce qu'il y a déjà du volume en fait. Souvent j'ai beaucoup de gens avec qui j'échange qui me disent ouais non mais là-dessus sur ce marché en plus il y a personne. Et là moi c'est un truc où je me dis attention, pas con mais je sais pas, j'hésite tu vois. Et pourquoi il y a personne, tu vois, c'est souvent la première question. Ah, bien sûr. Et tu vois sur WeFlash par exemple, qui est une boîte qu'on a cofondée, qu'on a même fondée à l'origine, hein, mais aujourd'hui il y a 3, 4, 5 concurrents. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont principalement français et ils s'étendent dans le monde entier, mais c'est principalement des Français, et ça se tire la bourre et c'est passionnant, tu vois, c'est vraiment super cool. C'est de dire voilà, et en fait à nous tous on crée un marché, et le créer tout seul c'est quand même très compliqué. Bien sûr. Heureusement on a la meilleure équipe, on est les meilleurs, mais voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Du coup, aujourd'hui, on est en 2019 pour ceux qui écouteront ça plus tard. Tu as lancé d'autres pays, pas encore? Alors, on s'apprête à lancer l'Allemagne. D'accord. Au mois d'avril 2019. C'est un enjeu majeur pour nous. Est-ce qu'on va être capable de répliquer, tout en adaptant évidemment le produit sur un marché étranger, de surcroît le plus compliqué en Europe, hein. Le marché allemand, c'est soit Lidl, soit Mercedes, mais entre les deux, c'est pas forcément très simple. Je caricature, hein, évidemment, mais c'est un constat assez amer que dressent beaucoup d'entrepreneurs français sur la complexité du marché allemand. Et comme on est un peu fou, on se dit on va commencer par le plus difficile. Si on est capable de dompter le plus difficile, finalement les autres couleront de source. Donc tu as des équipes allemandes déjà là? Ouais, à Berlin. Et on a fait une grande phase de teasing. On a fait des pop-up. Donc des pop-up, c'est des magasins éphémères qu'on va louer pendant 3 ou 4 jours. On en a fait 23 partout en Allemagne, à Stuttgart, à Francfort, à Berlin, pour annoncer la marque. C'était un véritable événement. Tu vois, à Berlin, le premier week-end, on avait la queue sur 200 mètres en dehors du magasin, en plein Kreuzberg. C'est des choses qui sont vraiment géniales parce que tu commences avec très très peu de marketing et tout de suite ça prend. Donc on est en train c'est vraiment le même phénomène que l'offre française. Donc maintenant il va falloir qu'on exécute bien, qu'on soit capable de faire ce lien entre cette expérience retail, cette expérience physique et puis l'expérience en ligne, qui est forcément un peu plus difficile à conquérir. Et tiens-toi bien, on ne lance pas de fleurs sur le marché allemand, on ne lance que les plantes. Donc deuxième prise de risque, parce que évidemment Bergamote a été avant tout connu pour les fleurs et non pas pour les plantes. Pour l'instant, dans un temps 1, ça sera les plantes, et puis ensuite on verra. Vous vendez des plantes en France aussi? Ouais, c'est 30% du business aujourd'hui. D'accord. Et c'est vraiment ce qui croît le plus rapidement. C'est expliqué par tout un tas de facteurs. Aujourd'hui, il y a un côté bien-être qui est extrêmement présent, et notamment dans la décoration, dans l'intérieur, où on cherche tous à avoir une plante qui nous fait du bien. D'ailleurs, ce studio, on a un très joli spécimen. Alors, j'ai un très joli spécimen, une autre en catastrophe. C'est le drame de mon bureau. J'essaie d'entretenir ces plantes. On va s'en occuper, Mathieu. Je vais te donner quelques conseils. Oh, ok. Et voilà. Et puis ensuite, il y a évidemment le côté
le côté décoratif, la puissance décorative d'une plante, hein, c'est quand même extrêmement graphique. Mais c'est plus difficile une plante d'avoir un caractère comme Bergamote. Je veux dire, ce qui caractérise Bergamote, c'est cette unboxing expérience, c'est la beauté du truc. Une plante, c'est une plante, quoi. Je suis d'accord, et c'est pour ça qu'en fait, on a travaillé de manière totalement différente sur les plantes. En fait, on a une approche qui est très forte sur l'identification du cache-pot. Parce que finalement, une plante dans son pot en plastique, c'est la même. Que tu ailles en jardinerie ou chez Bergamote, c'est exactement la même. Donc on a beaucoup travaillé sur le côté très design, très déco, très graphique. Tu vois, on a fait une collaboration il y a pas longtemps avec la Redoute Intérieure, avec des petits designers français comme Jamini Design par exemple. Là, on travaille sur une série avec Sarah Lavoine. Voilà, on essaye de vraiment se dissocier sur cette partie-là. Et puis ensuite, bien sûr, sur l'exécution logistique, on est capable de transporter des plantes jusqu'à 60 kilos et 2 mètres de haut. On a un brevet qu'on a déposé, on a mis 2 ans pour bosser sur cette solution-là, ce qui veut dire que demain, je peux livrer un palmier de 1,80 m de haut au 5e étage à Marseille, sans encombre, et tout ça pour 9 €, quand mes concurrents le font pour 70. Donc, tu vois, on a finalement pris le problème à l'envers en se disant oui, je suis d'accord, il n'y a pas de disruption sur ce marché-là, mais notre excellence opérationnelle va nous permettre de faire, de concrétiser des choses hyper importantes. Ouais, surtout que là-dessus, en plus, moi j'ai l'un des gros concurrents que tu as, c'est Amazon finalement aussi. Bien sûr. Parce en Prime, moi je me fais livrer des plantes. Bien sûr. En effet, je suis pas toujours d'ailleurs. Bon, si ça va dans l'absolu. D'accord, c'est hyper intéressant ces choix stratégiques que vous faites. Ils sont un peu fous, mais je pense que l'instinct guide encore beaucoup nos agissements, et il faut garder ça, ce côté finalement très libéré, sans pression. On a des fonds d'investissement qui nous font vraiment confiance. Donc c'est qui aujourd'hui ces fonds? Pardon. Les fonds, alors on a un premier fonds qui s'appelle 360 Capital, on en parlait tout à l'heure. Ensuite on a un fonds qui s'appelle Xange, et un fonds qui s'appelle Raise. Tu as reçu par Guémar il y a pas longtemps, je crois. Très bien. Voilà, ils nous font vraiment confiance. On a développé une relation extrêmement forte et intime avec ces fonds-là. Ils sont tous Evergreen ou c'est que Raise qui est Evergreen? C'est Raise qui est Evergreen pour l'instant. Xange a une branche Evergreen, mais voilà, ça commence à venir. Evergreen, je rappelle, c'est vraiment des fonds qui veulent pas forcément sortir au bout de 4 ou 5 ans, donc du coup, qui te laissent vraiment le temps de te développer. Et finalement, un acheteur potentiel pour toi, ce serait potentiellement plus un LVMH que un Interflora, quoi. L'avenir nous le dira. C'est une question qui n'a pas de réponse aujourd'hui. Je pense que c'est encore un peu précoce. Tu vois, là, on a vraiment envie, nous, d'accélérer, d'avancer, d'aller chercher des parts de marché en Europe, construire une marque européenne sur les fleurs et sur les plantes. Évidemment, l'exit, tout le monde y pense. Et il faut le façonner parce que les décisions que tu prends aujourd'hui vont conditionner la réussite et la potentielle sortie future. Mais c'est tellement encore flou et abstrait pour nous qu'on préfère vraiment se focaliser sur la croissance actuelle. Du coup, l'objectif aujourd'hui, c'est de la croissance et pas de la rentabilité. Alors, c'est bien que tu amènes ce sujet-là, parce que encore une fois, là aussi, on est un peu aux antipodes de la pensée entrepreneuriale classique, parce qu'on fait du B2C aussi. Hein. Je dis pas que ça doit s'appliquer à tout le monde, mais on a eu un temps d'insouciance pendant 2 ans. On a dépensé beaucoup d'argent, le cash burn augmenté au fur et à mesure, et puis il y a 1 an, j'ai eu un électrochoc. Je me suis dit, mais on peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Et donc aujourd'hui, la voie, c'est le compromis qu'on doit faire tous les jours et qui est le plus compliqué pour un entrepreneur, c'est d'avoir à la fois un pied sur le frein et un pied sur l'accélérateur. Et quel est finalement le bon compromis à opérer sur ça? Il est jamais facile, parce qu'une boîte qui fait 15 millions de chiffre d'affaires rentable, ça n'intéresse personne. Une boîte qui fait 100 millions de CA mais qui perd tout ce qu'elle peut, ça n'intéresse personne non plus. Donc Uber intéresse du monde. Mais sur le B2C, encore une fois, sur des secteurs traditionnels comme le nôtre. Tu vois, hier j'étais avec l'ancien patron de Photobox, tu vois, qui est le plus gros exit B2C européen à date, qui parlait de ça à juste titre. Il faut comprendre que le B2B, c'est pas le SaaS, c'est pas la deep tech, c'est pas la medtech. On n'a pas des GAFA en face, tu vois, qui peuvent faire un chèque pour faire un chèque, parce que c'est un actif stratégique pour eux. Pardon, sur le B2C, bien sûr. Et donc, ça rend notre marché super complexe. Et ça, je l'ai pas compris tout de suite. Tu vois, je l'ai compris quand j'ai eu cet électrochoc au bout de 2 ans, en me disant, clairement, si on fait pas de rentabilité, s'il n'y a pas un EBITDA positif à un moment ou à un autre, ça n'intéressera personne. Et donc, aujourd'hui, on travaille sur ça, tout en ayant évidemment un regard très fort sur la croissance. Et c'est ça qui rend le pilotage de la boîte complexe,
Tu peux hésiter 10 fois avant de prendre une décision, alors qu'avant elle était beaucoup plus rapide, parce que cette notion de rentabilité devient importante. L'objectif, c'est d'être rentable l'année prochaine pour Bergamote. Voilà. Très bien. Merci de partager toutes ces choses-là. Si on doit revenir un peu sur ton orga aujourd'hui, perso, tu disais, j'ai vécu moi un petit peu ça sur mes années e-commerce. Je voulais explorer le e-commerce un peu de tout seul dans mon coin. J'opérais des sites, différentes choses. Et en effet, sur certains sites, je mettais mon numéro de portable, je mettais et je recevais, ou alors je transférais un 01 sur mon numéro de portable. Par moment, j'étais à la plage, je recevais des coups de fil, et puis en fait, tu passes ta vie à le faire. Il y a un côté très excitant au début, puis quand ça grossit, j'allais 2 fois par jour à la poste, je faisais, à un moment, tu pètes une pile, en fait. Et aujourd'hui, donc, t'es sorti de ces parties-là, tu nous l'as expliqué, t'es plus exactement dans l'opérationnel, plus dans le stratégique. Mais comment tu t'es organisé à ces moments-là? Comment tu t'organises aujourd'hui? C'est quoi tes secrets? Est-ce que c'est le chaos? Est-ce que t'arrives à t'en sortir? La première boîte Localers, c'était effectivement le chaos. Je travaillais 7 jours sur 7, entre 12 et 14 heures par jour. Je sais pas si tu t'imagines, mais ça fait 80-90 heures de travail très minimum. Comptabilité le dimanche, déclaration de TVA, et puis le reste de la semaine, service client, commercial, marketing, etc. Ça a duré 3 ans. À la naissance de ma première fille, c'était il y a 2 ans et demi, donc j'avais déjà à Bergamote, j'ai décidé d'arrêter de travailler le dimanche. À la naissance de ma deuxième fille, il y a 1 mois, j'ai décidé d'arrêter de travailler le samedi. Donc, pour arrêter de l'histoire, il faut que je fasse encore 5 enfants pour arrêter totalement de travailler. Mais clairement, les enfants, ça a tout changé pour moi. J'étais un bourreau de travail. Alors, je partais toujours en vacances quand même. Hein. Ça me paraissait indispensable. Même si les vacances étaient un nid de problèmes. Je me souviens toujours mais mon premier jour de vacances Localers, on part en bateau toute une journée, sans réseau, je reviens le soir, Loïc m'appelle et on s'est fait hacker par les Vietnamiens, le site est down depuis ce matin. Donc tu vois, finalement tu ne peux jamais déconnecter. Bergamote au début ça a été très très dur, parce que cette notion d'immédiateté. Je t'arrête, mais tu dis à la fois tu peux jamais déconnecter, à la fois j'imagine que toi le hacking sur les Vietnamiens tu peux rien y faire en fait. Tu peux rien y faire, mais ça t'obsède parce que tu dis attends, la boîte est fragile, on fait Localers, on faisait peut-être 3 000, 4 000 euros par jour, donc c'est 4 000 euros de moins pour ta trésorerie qui est déjà pas très bien quoi. Et pour Bergamote, en fait ce qui a été difficile, c'est ce côté très immédiat de la marque. On livre en 2 heures à Paris, 6 jours sur 7. Tu peux passer commande jusqu'à 15 minutes avant le démarrage du créneau. On a 5 livraisons de fleurs par semaine. Donc tu vois, quand t'as un arrêté préfectoral sur la neige et que ton camion est bloqué en forêt de Compiègne, quand les manifs, manifs, les gilets jaunes, tout ça, c'est extrêmement compliqué à gérer parce que finalement, à chaque jour suffit sa peine et chaque jour se ressemble jamais parce que tu t'es toujours dans une configuration nouvelle que tu ne peux pas anticiper à l'avance. De la grêle, de la canicule. Et quand tu arrives à 100 personnes, j'imagine que ces choses-là, enfin, il faut être capable aussi de dire not my problem. Enfin, tout est ton problème, je suis d'accord, mais tu vois, de dire attends, les gars, vous gérez quoi. Bien sûr. Alors ça fait 3-4 mois que ça va beaucoup mieux. Tu vois là, pour la naissance de ma fille, j'ai pris 10 jours vraiment en déconnectant totalement et l'équipe a super bien géré. Donc ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Ça pourrait être encore très largement optimisé. Voilà, je pense que notamment le rapport à la connexion, tu vois, à mon téléphone portable, à des outils comme Slack, qui pop sans arrêt, les 35 groupes WhatsApp que t'as. Il y a un moment, Gmail fait des stats sur le nombre de mails reçus. Je recevais 300 mails par jour à l'époque Localers, et j'en envoyais 180 à 200. Tu vois, c'est plus possible aujourd'hui parce que c'est pas viable. Voilà. Donc ça va beaucoup mieux, merci les enfants. Ok. Et après, tu as des applis spécifiques, des choses qui ont changé ta vie? Des applis qui ont changé ma vie, pas forcément. Slack, en partie quand même, parce que cet outil est génial. On est très très réseaux sociaux sur la boîte, mais je suis quelqu'un de très déconnecté dans la vie perso. Voilà, donc j'ai pas d'app particulière auquel je pourrais penser comme ça qui change ma vie. Bon, évidemment le transport, ça peut être Citymapper, ça peut être Uber ou Bird ou Cityscoot, mais à part ça, j'utilise un peu de tout. Ouais. Du vélo, omnimodal et vélo aussi. Ouais. Et au niveau des bouquins, des inspirations, t'as des choses qui ont changé ta vie que tu recommanderais? Je suis un fou de voyage. D'accord. Là, j'ai eu du mal à voyager ces derniers temps, mais
Bon, il y a déjà les Others, hein, qui est quand même un superbe magazine français, qui est extrêmement inspirant. Il y a évidemment Jack London, lui, qui a changé ma vie à 18 ans, L'appel de la forêt. Voilà, c'est cette allégorie de la nature et de la détermination. C'est pour un entrepreneur, je pense que c'est un super outil. Et puis ensuite, de la forêt, je l'ai lu, mais je me souviens plus. Call of the Wild, c'est l'histoire de Buck, ce chien qui est vendu, qui arrive dans le Grand Nord et qui doit faire sa place au milieu d'une meute de loups. Ça me rappelle des vieux trucs. Ok, très bien. Voilà, donc ça peut être Kerouac, ça peut être London, c'est des écrivains que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Sylvain Tesson aussi en France, dans les forêts de Sibérie. Je pense que c'est un roman qui est sublime. Bon, malheureusement, je lis pas suffisamment. Il y a des choses qui m'inspirent beaucoup aussi, c'est les entrepreneurs non conventionnels. Je lis beaucoup sur eux. Tu vois, on parle sans cesse de Jack Ma, de Steve Jobs, et voilà, qui sont des figures tutélaires pour tout le monde, mais il y a des gens tout aussi extraordinaires qui sont largement méconnus. Je prends l'exemple d'un mec comme Stephen Girard, qui a été l'homme le plus riche du monde en 1810-1815, qui était bordelais, extrêmement pauvre, cadet d'une famille de 10 enfants, qui est parti comme marin pour les États-Unis juste après la déclaration d'indépendance, à 13 ans. Donc le mec traverse l'Atlantique à 13 piges sans ses parents. Il commerce sur la côte est des États-Unis et puis au final il devient armateur. Ça devient le plus gros armateur mondial. Donc en gros, tu as un bateau sur deux dans le monde entre la Chine et les États-Unis qui est un bateau de Stephen Girard. Pendant la deuxième guerre d'indépendance américaine, le mec refinance totalement l'État, parce qu'entre-temps il avait créé une banque qui s'appelle la Girard Bank, qui est toujours à Philadelphie, et le mec pesait en équivalent, en parité de pouvoir d'achat, 4 à 5 fois la fortune de Jeff Bezos aujourd'hui. Il était borgne, et il a laissé toute sa fortune à sa mort. Et il y a de la littérature, des choses comme ça Ouais, en anglais, ouais. Okay. Très très peu en France, c'est fou parce que c'est un Français. Voilà, et puis après il y a un autre mec aussi qui pour moi me paraît délirant, c'est Bill Bowerman, qui est l'ancien associé de Phil Knight, Nike. Le mec... Bill, tu as dit? Ouais, Bill Bowerman, B-O-W-E-R-M-A-N, qui est originaire de l'Oregon, grande famille de propriétaires terriens. Il fait la campagne d'Italie pendant la Seconde Guerre mondiale. Phil Knight donc ils ont créé Nike ensemble, c'est voilà. Ça? Okay. Sauf qu'on connaît un peu l'histoire de Phil Knight, mais on connaît moins celle de Bowerman. Et en fait, rapidement, tu vois, le mec fait la campagne d'Italie pendant la Seconde Guerre mondiale. Il revient auréolé de son succès militaire, il gagne la Silver Star. Le mec est un fou d'athlétisme, il entraîne l'université d'Oregon, il fait je crois 6 ou 8 champions olympiques dans sa carrière. Il va en Nouvelle-Zélande au début des années 60, il découvre un truc qui s'appelle le jogging. Personne ne connaissait. Il tombe amoureux de ce sport, en fait, de cette pratique sportive, et il rentre aux US et le mec écrit un bouquin qui s'appelle Jogging, et qui a popularisé, qui a démocratisé le jogging dans le monde. Donc en fait, à chaque fois que tu cours aujourd'hui, à un moment ou à un autre, t'as Bill Bowerman. Et pourquoi? C'est parce que c'est lui qui a créé la première basket de Nike avec le moule à gaufre de sa femme. Donc le mec a créé la Nike Cortez et la Waffle qui était inspirée donc du moule à gaufre de sa femme. C'était un mélange de latex et d'autres polymères pour créer la première semelle pour ses runners. Et Phil Knight était un de ces poulains. D'accord. Ils ont créé Nike ensemble. Et le mec, en fait, était tellement obsédé par l'innovation qu'un jour, Nike est devenu trop gros, je crois, après l'IPO, et il s'est retiré totalement. Et il est tombé dans l'anonymat, tu vois. Et j'adore ces figures-là, un peu moins conventionnelles, dont on parle moins souvent et qui sont tout autant inspirantes, parce que c'est des histoires fabuleuses, quoi. J'essaierai de trouver des livres à recommander là-dessus. Il s'appelle Bill Bowerman, Man of Oregon, okay. Les hommes de l'Oregon, qui est pas mal sur lui. Ok, noté. Top. Bah écoute, c'est très intéressant d'avoir tous ces bouquins que j'ai pas lus en plus. Donc là, je suis ravi. Ravi. Si tu avais l'occasion de glisser un tout petit mot à Romain Raffard, quand ça, au moment où tu reviens d'Australie, par exemple, qu'est-ce que tu te dirais? Quelle belle question, quelle bonne question. Écoute, je pense que je lui dirais de prendre son temps. Alors, le Romain Raffard qui revenait d'Australie était un éternel impatient. Je le suis toujours un petit peu. Mais l'entrepreneuriat, ça se construit. La réussite d'une boîte, ça se construit. Sans Localers, il n'y aurait pas eu Bergamote. Et je pense qu'on est plus fort avec cette expérience-là. Et tu vois, les jeunes, génération Y ou millennials, j'en vois beaucoup parce qu'il y en a plein qui passent au bureau.
les mecs qui veulent sortir d'école et monter leur boîte. Et ça peut fonctionner pour beaucoup d'entre eux, mais je pense que ça remplacera jamais l'expérience tutélaire presque d'un mentor. En tout cas de quelques belles boîtes dans lesquelles tu peux apprendre. Et c'est vrai que Evaneos, JC2Co, Voyageurs du Monde, c'est des boîtes qui m'ont façonné aussi. Donc je lui dirais de continuer à prendre son temps, et je lui dirais aussi que entreprendre, c'est être libre, mais dans une certaine limite, et que l'apport des fonds d'investissement, finalement, c'est pas si mal. C'est vrai, on a toujours ce débat ici, c'est pas si mal, notamment pour des sociétés comme Bergamote, c'est pas si mal, c'est indispensable. Ouais. Bien sûr. Après, en effet, j'ai des souvenirs, j'y repense souvent à cet épisode que j'ai eu avec Jean-Yves Bernard qui a créé Capital Koala, qui est vraiment top comme projet, et lui il est vraiment dans un mode voilà, ça marche bien, ils sont à 2 associés, il doit faire de la guitare 3 après-midi par semaine, et en fait c'est une autre approche et qui est aussi tout aussi louable, hein, bien sûr. Et c'est intéressant. Un épisode que j'ai pas recommandé beaucoup récemment, mais pour ceux qui l'ont pas écouté, allez-y, c'est un vrai ancien, ça doit être de septembre 2017, quelque chose comme ça. Je suis vraiment ravi d'avoir un peu comme ça envoyé cette bouteille à la mer pour te rencontrer, Romain, parce que on n'a pas beaucoup en effet j'ai pas vu beaucoup de littérature, ça a été dur pour moi de chercher un peu autour de toi. Il y a pas grand-chose. Donc voilà, maintenant il y en aura pour les autres. Ouais. Je suis ravi de cet épisode. Ah oui, il faut que je te demande un truc quand même. Est-ce que tu peux filer un code Bergamote à mes éditeurs, à ceux qui sont arrivés tout au bout? Ouais, alors le problème c'est que le code est pas créé, mais comme tu vas le diffuser dans quelques jours, ça sera. Ah oui, il s'appellera Cosa Vostra. Et on se fait un Cosa Vostra, 10%, qui dure 10 jours max, parce qu'on n'est pas très solde, pas très discount chez Bergamote. Et ben 10 jours à partir du jour où c'est lancé, où cet épisode est lancé. Avec très plaisir. Bon, on le créera à ce moment-là. Ouais, c'est un beau cadeau parce qu'on en fait pas beaucoup. Hein, voilà, que pour les auditeurs de Génération Do It Yourself. COSAVOSTRA. Très bien. Et top. Je suis ravi. D'autant plus content. On a passé un bon moment ensemble. Je vous remercie à tous de pas oublier de noter cet épisode, de noter ce podcast. Et puis, je le dis assez, donc je vais arrêter de vous menacer, de vous... parce que bon, après un moment, on va dire que je suis vraiment trop relou. À ceux qui pensent... alors, on me propose beaucoup de personnes à rencontrer, donc j'ai pas mal d'épisodes d'avance, donc j'y vais un peu mollo là-dessus. À ceux qui pensent éventuellement à des bons sponsors pour ce podcast, c'est intéressant aussi, parce que mes sponsors sont très contents. J'essaye de faire de trouver uniquement des sponsors qui intéressent les auditeurs, et je remercie aussi récemment October et Livy qui m'ont soutenu, et voilà. Et je suis ravi de continuer toutes ces semaines à vos côtés, de recevoir vos messages très sympas, et de surtout vos soutiens et partage auprès de vos proches, c'est hyper important pour moi. À bientôt, Romain. À bientôt, Mathieu. Merci pour ton invitation. Je t'en prie. Ciao, ciao. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.